Bonjour vous et bienvenue sur votre... Bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Iconoclast Podcast. J'allais bugger là, j'étais parti pour... Bonjour Victor, ça va? C'est moi. Bonjour Elena. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, ça va? Ça va. Ça va, très bien, très bien. On se retrouve cette semaine pour discuter d'actualité. Encore aussi... Oui, bah toujours, hein, il y a des actualités. Étrangement, il y en a toutes les semaines, c'est fou. Oh bah des fois, c'est un petit peu vide quand même. Hein. Comment ça? Bon, des fois, tu regardes les actus, tu te dis, c'est vraiment des actus. C'est parce que ça t'intéresse ça pas, il y avait des actus intéressantes que t'as pas voulu traiter. Aïe, ça dénonce directement. Hein. Je blague. Blague à part, on va peut-être pouvoir commencer sur les chapeaux du roux. C'est parti. Petit bilan vidéo Iconoclast. Cette semaine est sortie une vidéo. Alors elle est sortie avec une journée de retard. Parce que on avait eu un petit souci avec la sponsor. Mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de gens qui ont décidé de sortir leur vidéo le lundi soir aussi en même temps. Donc je me dis... Ah cool. On les a esquivés. Peut-être qu'on se démarque. Peut-être qu'on se démarque. Yes. Exactement. Donc c'est pas plus mal. 4 portages impossibles et interdits. Il peut pas juste impossible. Il fallait qu'ils soient interdits d'être portés. Techniquement, ils sont interdits parce qu'il faut hacker sa console pour. C'est ça en fait. Donc ils sont impossibles parce qu'ils sont interdits. Illégaux. Ils sont impossibles parce qu'ils sont compliqués. C'est pour ça que j'ai pas dit qu'ils sont impossibles parce qu'ils sont interdits. J'ai dit impossible et interdit. Impossible parce que les consoles sur lesquelles on a porté ces jeux, normalement tu t'imagines pas que ça puisse les faire tourner. Et interdit parce que légalement c'est compliqué. Je peux pas promouvoir ce genre de choses. Tu crois que tu pourrais la refaire? Le même sujet, ce serait impossible, interdit et maudit. Genre, il y a une âme damnée dedans. Je sais pas, on tente de la surenchère à chaque fois. Non, mais maudit parce qu'en fait, ils se sont fait choper et punir sévèrement. Ceux qui l'ont fait, vraiment, ils ont eu que des problèmes. Ils sont morts. Leur vie, elle est foutue à cause de ça, tu vois. Genre, ouais. Bah, c'est une vidéo très cool, du coup, comme j'ai pu vous l'expliquer là à l'instant, qui finalement parle de jeux faits par des fans ou portés par des fans sur des consoles assez improbables, comme on en avait déjà parlé dans le podcast Super Mario 64 sur Game Boy Advance, qui est un projet qui est franchement cool. On dirait pas comme ça, hein, et de se dire la Game Boy Advance peut faire des jeux en 3D. Alors je suis pas parti dans le détail parce que j'ai quand même pour objectif de réduire le temps des vidéos pour du confort de visionnage de manière plus globale. Et de travail aussi. Mais en gros, la Game Boy Advance a tout à fait la possibilité, la force brute pour le faire. Le problème, c'est qu'il faut compter que sur la force brute, parce qu'elle n'a pas de chipset dédié pour la 3D. Donc il faut tout faire de zéro. Il n'y a pas de moteur dédié pour la 3D, donc il faut tout refaire de zéro. Donc c'est pas facile, mais il y en a eu qui l'ont fait. Notamment, j'avais dit Astérix et Obélix XXL, qui proposer un jeu de plateforme en full 3D. Bon, il n'y a pas que lui, hein, évidemment, je parle dedans vite fait, j'aborde Tomb Raider PS1 sur Game Boy Advance aussi, mais ça j'en parle à la fin. Il y a Aperture Science, donc une sorte de portage de Portal sur Nintendo DS, il y a Dead Space sur PlayStation Vita, et il y a GTA 3 sur Dreamcast qui avait fait beaucoup parler de lui l'année dernière, parce qu'il y avait eu une vidéo dédiée sur Digital Foundry, qui, je crois que c'est sur sa chaîne secondaire, c'est Old Digital Foundry, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne secondaire, mais qui avait refait tout le processus pour pouvoir faire tourner son GTA sur sa Dreamcast. Alors depuis, il est d'autant plus impossible que de ce que j'ai pu comprendre des commentaires des gens, l'ancienne version de GTA 3 n'existe plus sur PC, est remplacée par la version remake toute moche. Et je peux pas vous confirmer ça, moi j'ai vu des commentaires qui m'en parlaient. Mais écoutez, si c'est le cas, dites-le moi dans ces commentaires si effectivement on ne peut plus jouer à la vieille version. Ça me choquerait même pas, je t'avoue. Ça me choquerait pas tellement, hein. C'est plutôt commun comme pratique. Autre vidéo sur une autre chaîne. Briconoclast Non. Mais non, il y aura une toute nouvelle chaîne. Encore Ouais, qui ressuscite l'esprit Iconoblast. Mais pas trop, avec un fil rouge peut-être un petit peu plus centré, dans lequel il y aura Victor ici présent et moi-même. Super Iconoclast. T'aurais pas dû dire le nom, trouvez-la. Elle existe. Non, j'aimerais bien partager. Il est turbo ou pas? Non, j'ai viré le turbo, c'était moche, en vrai. À la base, on voulait faire Iconoclast 2, mais on n'a pas eu le droit, apparemment. Non, on est puni. Il y a quelqu'un qui a déjà pris Iconoclast 2. Ça se trouve, c'est moi. Ouais, t'as dû bloquer un jour. J'ai déjà créé une chaîne et j'ai dû bloquer le nom de domaine Iconoclast 2. Bah, c'est pas grave, hein. Et ma première vidéo sur mon projet de platine. Voilà, je vous parle des jeux que je platine régulièrement dans le podcast ces derniers temps.
eh bien, ça se concrétise ici, parce que ma première vidéo de moi qui nettoie mon compte PSN, donc le clean de compte PSN, comme ça s'appelle, dans lequel je reviens à 100% de complétion de mon compte PSN. Et là, normalement, oui, c'est sûr et certain, c'est disponible, parce que la vidéo sort au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. Donc, allez-y, allez voir cette chaîne, je rappelle, Super Iconoclast. Avec un espace. Avec un espace. Je ne trouve pas pour le moment. Mais c'est normal, il n'y a pas de contenu. D'accord. Actuellement, il n'y a pas de faire contenu. une recherche, pas personne, mais non, apparemment. Ouais, non, parce qu'il y a 0 abonnés. Si, il y en a un, il y a Brandon qui s'est abonné. Ok. Lui, il a réussi à la trouver. Hein. C'est notre premier abonné. Coquin. Voilà. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous soutenir financièrement sur Patreon, que ce soit pour nos travaux sur Iconoclast, sur Super Iconoclast, mais oui, surtout sur Iconoclast et le podcast, pour nous soutenir un petit peu partout à partir de 3 € par mois. Le prix, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui coûterait 3 € à part un café trop cher à Paris? Un slip? Oui. Je sais pas, moi je suis un mec, donc tu sais, les slips, j'en achète une paire de chaussettes. Très rarement. Pour le prix d'une paire de chaussettes tous les mois. Au lieu de vous acheter une paire de chaussettes, vous pouvez... Bon, arrêtez de donner des trucs au hasard, il faut qu'on trouve un truc précis à 3 €. On fait une pause, on regarde. 3,60, c'est des chipolatas au magasin. Oh, on est sérieux quand même. Un dé en bois. Ah, bien joué, un dé en bois. Pour le prix d'un dé en bois, sur quel site? Alors, sur le site toutpourlejeu.com. C'est pas une sponsor. Eh bien, si vous aviez envie d'acheter un dé en bois... Balle jaune anti-stress. Ou une balle jaune anti-stress... Ou des billes. Ne le faites pas. Ou des billes... Repoussez cet achat et mettez plutôt dans le Patreon Iconoclast, un Patreon qui vous donne droit accès à des vidéos en avance, mais aussi et surtout à un Discord, le Discord Red Calamar, dans lequel il y a moult discussions, moult jeux, puisqu'on joue avec les gens dedans. Je vous dirai un petit peu plus après quand on parlera de à quoi on joue. On y joue et puis ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et puis il y a des discussions autour du podcast, notamment aujourd'hui Nicolas, qui veut nous parler de grind de Hades 2. Oh là là. Parce que tu as parlé de Hades toi, la dernière fois. Tu nous en reparleras aujourd'hui ou pas? Non, malheureusement non. Ah, j'en ai pas encore parlé ici, mais je viens de passer les 50 heures sur Hades 2. Le jeu est tout autant incroyable que le premier, en tout mieux sur tous les points. Nouvelles armes, mécaniques à appréhender, tout. Mais il y a un point qui m'a un peu fait prendre du recul, on va dire. C'était justement le grind. Il y a genre un double ou triple de ressources par rapport au premier. Et même s'il est plus facile d'en obtenir certaines, notamment sur les derniers boss qui ne nécessitent plus de passer par des chaleurs pour les obtenir à nouveau, c'est quand même sportif de suivre toutes les ressources pour toutes les recettes. Même si, à force de jouer, ça se fait tout seul. Bien sûr. En tout cas, Hades 2, encore un jeu de l'année, juste après Silksong. Septembre était le mois à ne pas louper. Il y a peu de chances que je joue à Hades 2 du coup, parce que déjà que les ressources de grind dans Hades 1 m'irritent un peu. S'il y en a encore plus dans Hades 2, déjà le fait que tu sois à 50 heures et que tu sois encore dessus, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 50 heures sur Hades 2? C'est petit joueur, 50 heures. Ah ouais? Ah, les gros fans de Hades, ils en ont passé des centaines et des centaines. Moi, par exemple, tu vois, j'avais espoir par exemple, Hades 1, je pensais le terminer en 15 heures. Je dis pas ça contre lui. Ah non, en fait, je sais pas s'il l'a terminé en 50 heures. C'est ça qui me... Ou est-ce qu'il tente d'optimiser sa run? Parce que je sais qu'il y a des gens qui essaient d'optimiser leur run. Ah oui. On posera des questions justement sur le Discord. Après, moi, je me sens un peu... Je me sens un petit peu en dehors de tout ça, tu vois, parce que j'ai jamais joué à Hades. Enfin, j'ai essayé, j'ai pas accroché. Si tu veux, il est sur le Game Pass. Bah non, je suis pas abonné au Game Pass, moi, depuis... ça va faire 1 an et demi que je suis plus abonné au Game Pass. Hein. Il est dans la Steam Family. Bah bien sûr, je le sais, je l'ai en plusieurs exemplaires. Je l'ai même sur PS5. Je l'ai même sur Nintendo Switch. T'aurais pas kiffé y jouer sur Switch? T'as beaucoup de fois le jeu pour quelqu'un qui a pas joué. Bah, je suis un collectionneur. Non, je pense pas, parce que la Switch, je pense qu'elle doit pas un peu souffler du nez des fois de temps en temps avec. Non. Ok. Non, je suis bien avec la manette Xbox. Ok. Sur PC. Ok. Oui, t'aurais pu le faire sur Steam, quoi. Oui, bah écoute, merci. Merci à vous pour ce commentaire de qualité. On va pouvoir passer au vif du sujet, les actualités. Va pour les actualités, je suis chaud. Mais je vais prendre la main sur ces actualités. Moi, j'ai 2 petites news à vous présenter. Enfin, 3 techniquement, mais il y en a une qui est absorbée dans la première. Est-ce que vous vous souvenez du Gigaleak? Oui. Le Gigaleak de Nintendo et de Pokémon Company. Non, c'était le Teraleak, pardon. Parce qu'il y avait 1 téraoctet de leak de la Pokémon Company.
dans lequel il y avait eu plein de fuites sur du Pokémon. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre pas à venir, comme actualité Nintendo et Pokémon à part les leaks? Ça leak tous les jours chez eux, ils ont des fuites et il faut peut-être ramener un plombier. Il y a un groupuscule de hackers qui leur en veut très très fort. Ce Terra Leak là, c'était surtout sur des anciens jeux avec beaucoup. Alors c'était un leak très intéressant, je trouve, pour moi. Parce que du coup, on avait eu plein de ressources vieilles sur les jeux avec des sprites, etc. C'était très bien. Pour l'histoire, c'est exceptionnel. Voilà. Encore une fois, pour moi, les pirates sont d'excellents conservateurs. Mais c'est pas un débat. Là, aujourd'hui, c'est un leak un petit peu plus compliqué, dans la mesure où les documents qui ont fuité, ce sont des documents propres aux prochaines générations de Pokémon, avec tous les points de la licence Pokémon qui vont être révélés, enfin qui ont été révélés jusqu'en 2030. Alors, attention, je vous préviens tout de suite, pour celles et ceux qui auraient peur, je ne vais pas donner le contenu de ces leaks. En particulier pour la licence Pokémon. C'est des trucs futurs là, pour le coup, ça serait vous spoil. Je vais pas, si vous voulez vous préserver de tout ça, ce ne sera pas vers moi qu'il faudra vous tourner. C'est un leak massif avec des images à l'appui, donc attention, le spoiler est assez vénère. Si vous n'avez pas envie de vivre la gâche, comment dire, la gâche quand tu te fais gâcher. Si vous n'avez pas envie de vous faire gâcher les 4 ans à venir. Ouais. 4 ans. 4 ans, ça fait. Oui, ça Est-ce fait. que vous N'allez comprenez pas les regarder. C'est 4 ans. Cela dit, il y a un leak en particulier là-dedans qui, moi, m'a intéressé et qui, je pense, je peux vous le partager sans trop de problème parce que ça ne concerne pas un jeu, mais ça concerne le pourquoi Junichi Masuda n'était plus le directeur créatif de Pokémon depuis un certain moment. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2018 où sur Twitter, Junichi Masuda avait annoncé qu'il allait se mettre en retrait de son rôle éditorial, de son rôle de directeur des jeux, sans donner davantage d'explications. Vous nous rappelez depuis combien de temps il est là dans Pokémon ? Depuis les débuts. Il est là depuis les débuts de la Pokémon. C'est un des parents avec Sugimori. Ok. Voilà. Donc il s'était mis en retrait dès 2018 et bon, il n'y avait pas eu plus d'explications que ça. Et de toute manière, on s'attendait pas à avoir des explications dans le futur parce que c'est un japonais d'une entreprise japonaise. Ils ne disent jamais rien. Ils ne disent jamais rien, à part pour Konami et encore Konami et Kojima. Un, c'est Kojima, fallait qu'il parle à un moment. Ouais. Et deux, il y a des choses qu'on connaît pas encore dans le détail. Hein. Moi, je pense qu'il y a une sorte de statu quo qui existe entre Kojima et Konami qu'on ne saura jamais. Des documents ont été signés. Sauf s'il y a des fuites, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ces leaks qui sont en fait des discussions qu'il y aurait pu avoir au sein de Pokémon Company qui expliquent le départ de Junichi Masuda, qui explique notamment que on parle de l'ère Masuda pour les jeux qui s'étend donc des premières générations jusqu'à 2018, c'est XY et ouais c'est ça, jusqu'à post XY et un petit peu Pokémon comment il s'appelle, Sun and Moon. Ça fait très japonais de dire Air Masuda. Mais alors oui, et surtout que en fait si tu veux Masuda a été seul à diriger du main de fer le développement, le planning, les décisions personnelles, les relations publiques et le game design. C'est-à-dire que c'est lui qui avait un mot sur l'entièreté de la direction que devaient prendre les jeux Pokémon. Tout et Pokémon. Ce jusqu'à Pokémon noir et blanc. Pendant une ère pendant laquelle personne ne pouvait aller en contradiction avec lui. Genre, tu étais en contradiction avec lui, tu pouvais être considéré comme une personne non nécessaire. Ah. Si tu étais contre ses idées, tu étais non nécessaire. Et il avait ses petits favoris aussi. D'accord. Voilà, il avait son système de favoris. C'était donc le roi soleil, super. C'était un peu le roi soleil. Il avait une concentration des pouvoirs en interne qui rendait en fait la licence Pokémon, les jeux, complètement hors de contrôle de la part, je suppose, de Game Freak, de Nintendo et de tous les actionnaires qui pouvaient être là-bas. Les jeux ont eu un shift à un moment où on se concentrait plus sur les relations publiques que sur pour faire des jeux fun. Donc en gros,
du fanservice, si vous voulez, où on répondait davantage à ce que les joueurs espéraient de la licence, et ce jusqu'au développement de Pokémon X et Y, où il s'est progressivement retiré. Alors, certaines mauvaises langues diront que c'est effectivement depuis Noir et Blanc que la licence Pokémon a décliné. Que effectivement, depuis que Masuda n'est plus là, c'est un peu compliqué, qualitativement parlant en tout cas. Toujours est-il que c'est un problème, même si à la fin t'as des bons jeux, c'est un problème d'avoir une personnalité qui s'accapare à ce point le développement d'un jeu. A fortiori, si les développements coûtent de plus en plus cher et s'il y a de plus en plus de monde qui... S'il est tout seul à décider, c'est jamais bien. C'est jamais une bonne chose, mais au moins, peut-être que ce très cher Masuda était peut-être un petit peu plus... une personnalité un peu plus compliquée que ce qu'on pensait. Moi, j'ai ce souvenir-là de l'avoir vu et de voir qu'il était aussi un peu en mode superstar parce qu'il se déplaçait à chaque fois dans les pays qui prenaient des inspirations de Pokémon. Et il se faisait remarquer entre guillemets par des fans qui postaient sur internet, le prochain Pokémon va se passer là parce qu'on a vu Masuda avec d'autres. C'est ça. On l'a vu à la Japan Expo. Ouais, on l'a vu à la Japan Expo en 2017, je crois. C'était pour la présentation de nouveaux Pokémon. C'était là qu'on avait vu Malamandre. C'était pour Pokémon Soleil et Lune. 2016 peut-être plutôt. Ça passe. Non, 2016. Pas 2016. Je sais plus. 2017 sûrement. 2017. En tout cas, il était à 2 doigts de partir. Mais il faisait, c'était la superstar 2016. Pokémon, ce très cher Masuda. Voilà. 2016 alors. Ouais. Mais c'est vrai que depuis, la licence Pokémon a du mal. Mais j'ai une autre news pour vous. Encore un départ, mais celui-là, il est beaucoup plus récent que 2017. Qui, peut en dire un peu long sur l'avenir d'Ubisoft. Je suis désolé, je t'ai piqué une news Ubisoft. Non, mais c'est On n'en a pas parlé dans le podcast. Je crois qu'il y a eu quelques mentions. Bon, au cas où, je sais pas si vous vous souvenez, mais Ubisoft se fait un petit peu réinjecter de l'argent dans ses caisses par Tencent, par un micmac d'achat et de scindage de capital social, une partie qui va à Tencent, mais les frères Guillemot conservent le contrôle total sur la plupart de ses parts, la création d'un nouveau studio du coup qui en a résulté, Vantage Studio, un studio qui du coup va s'occuper de la licence Assassin's Creed, la licence Far Cry et la licence Rainbow Six, chapeauté par 2 patrons. Le premier, j'ai oublié c'était qui, mais le deuxième c'est surtout je pense que c'est quelqu'un qui a su faire ses preuves par le passé, qui a beaucoup de mérite, qui a énormément travaillé pour en être là, et qui doit être extrêmement qualifié pour recevoir confier un studio de cette taille-là. Un petit inconnu, mais je pense que ça devrait... Charlie Guillemot. Voilà, donc une personnalité peut-être méconnue, mais très certainement très compétente, et qui est là pour ses compétences, et pas du tout parce que c'est le fils de papa. C'est pas parce que le patron il s'appelle Guillemot aussi. Aïe. Il était pas un petit peu branché crypto, ce monsieur? Si. Alors, c'est lui le responsable des NFT chez Ubisoft. Il est plus crypto ou il est plus jeux vidéo? On peut regarder un peu son LinkedIn. Il a un LinkedIn ouvert. Studio manager chez Orleans, un studio Ubisoft spécialisé dans les free-to-play games. Je vais regarder ce qu'a fait Orleans. Attention, qu'a-t-il réussi? C'est grave, hein. Non, j'ai l'air calme, mais je le suis pas. Alors, Orleans. Les actus jeux vidéo en ce moment, elles sont pas tendres avec ton petit cœur. Ils ont fait Fashion, Drago, Mojo Loco, Horse Adventure, Tale of Etria, Tom Clancy Elite Squad en 2020. Bref. Que des bons jeux qui ont marqué les gens. Ce n'est pas mon actu. D'accord. Mon actu, c'est que au moment où a été décidé du coup cette création de Vantage Studio, il y a eu un départ, celui de Marc-Alexis Côté, directeur artistique, producteur, historique, pilier de la licence Assassin's Creed, qui a claqué la porte à Ubisoft, qui s'est complètement barré. Il lui avait été proposé d'aller chez Vantage Studio pour chapeauter un petit peu le bazar, mais il a refusé. Alors, ça peut dire beaucoup de choses, ça peut dire peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Bon, le truc le plus pragmatique qui se passe, c'est que lui, il est à Québec.
Oui. Assassin's Creed, voilà, c'est historiquement pour ces Québécois. Enfin, c'est Montréal, tout ça, machin. Et lui, il est là-bas. Et que Vantage Studio sera à Paris. D'accord. Donc, ça voudrait dire que lui doit partir de Québec pour aller vivre à Paris. Il a passé genre 20 ans de sa vie, c'est ça ? Voilà. Maintenant, on peut aussi éventuellement relier ça à des annulations en interne d'un Assassin's Creed en particulier, qui aurait dû se passer pendant la guerre de sécession aux États-Unis, où on aurait joué un assassin noir qui aurait dû lutter contre le KKK, qui a été annulé de peur de faire des vagues politiques aux États-Unis. Ça peut avoir joué. Lutter contre un KKK, c'est quand même particulier, quoi. Bah, disons que... Ce serait peut-être pas très apprécié aux États-Unis, oh là là, hein, vu le climat actuel. Ceux qui se demanderaient KKK, c'est les mecs qui se déguisaient en blanc. Ouais, moi, pour moi, fantôme. Un fantôme, voilà. C'est le générique de Dragon Ball Dragon Ball Super. Ok, oui, Sita. C'est les mêmes mecs, quand tu les tues dans Red Dead, tu gagnes de l'honneur, contrairement à n'importe qui dans le jeu. Oui. Ouais. Bah, écoute. Sinon, c'est presque cacarotte. Ou CAC 40. CAC 40. CAC 40. Voilà, retrouvez les meilleures adaptations des groupuscules les moins fréquentables pour le coup. Bref, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on n'aura jamais de retour là-dessus, mais après plus de 20 ans... C'est dommage parce que ça aurait été exceptionnel. Hein. Sur ce thème, le jeu. Ah bah ça aurait été trop bien. Et ça aurait pas fait un peu de doublon avec Assassin's Creed 3 ? C'est pas la même période. Bah non, Assassin's Creed 3, c'est pas le même thème en plus. Ça aurait été beaucoup trop bien. On aurait eu une sorte de Django Unchained, mais Assassin's Creed. Totalement. Et en plus, ça aurait été totalement dans les vibes d'Assassin's Creed en plus, je pense. Hein, pour le coup, il y a rarement plus Assassin's Creed que ça. Hein, mais bon. Me dire que des Templiers sont membres du, ont fondé le KKK, ça aurait été pas mal. Il y a qu'un pas, mais ça me choquerait pas. Tu vois, je suis désolé. Hein, Donc bon, non, c'est vraiment un enfer et je comprends. Si c'est ça, ça me choquerait qu'à moitié. Enfin ça et le fait que visiblement Assassin's Creed est sous la tutelle d'un mec qui n'a jamais travaillé autre que pour son père depuis qu'il est sorti de l'école. Mais ça c'est que moi qui le dis. Et qu'est-ce que ça vaut ? Rien. C'est cette personne qui va gérer Assassin's Creed maintenant. Oh, mais Assassin's Creed. Je rajoute des trucs dans les mots aussi. Assassin's Creed maintenant, mais. Dans quoi ? Après-demain, il va diriger tout Ubisoft, hein ? Ah bah oui, alors oui, ça par contre, on en parle pas assez, hein. Mais sachez que... il faut pas l'oublier, hein. Il y a un monde où c'est le futur patron Donc voilà. Là, non, ce qu'il fait, c'est... Il y a un monde, c'est... Jusqu'à là, il a pas décidé de choisir son propre chemin. J'avais pas compris que Ubisoft était un royaume et qu'apparemment, le roi soleil, c'était Monsieur Guillemot. Non, mais une société, t'avais pas compris ? Société, ça se transmet un héritage. Ah bah génial. On n'est pas sorti. Voilà, au cas où vous en... Non, bah c'est infernal. Parce que autant le... C'est pas une société, en l'occurrence, c'est les actions Guillemot qui vont être transmises. Parce que il est patron, parce qu'il est actionnaire majoritaire. Oui, c'est ça. Mais il est pas... On va dire que j'ai fait un raccourci, d'accord ? Ça se transmettra pas directement, tu vois, la propriété. Raccourci. Oui, c'est un raccourci. On est en colère, c'est pour ça, on fait des raccourcis. C'était mes actus. Ah ben merci, tu m'as mis très mauvaise humeur, ça. C'est à qui veut prendre la suite. Elena. Bah écoute, on a parlé des leaks, on va continuer à parler des leaks. Qu'est-ce que tu... Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Donc on a une PS6 qui a leaké, comme ça. Je m'en étouffe, excuse-moi. Au KLM. Mais visiblement, elle était pas toute seule, elle a leaké aussi avec la prochaine Xbox. Donc ça y est, c'est officiel ? Bah, officiel, je sais pas, mais selon les dires, selon les sources, selon les fuites, tout ce que vous voulez, on peut s'attendre à une nouvelle PlayStation pour courant 2027. Donc apparemment, les plans sont planifiés, les projets sont projetés, les travaux sont en travail, voilà. Donc 2027, sortie d'une nouvelle PlayStation pour remplacer la PlayStation 5 qui vient à peine sortir des cartons, je sais pas, elle a pas servi à grand chose jusqu'à là, la pauvre PlayStation 5, et on est déjà en train de la remplacer pour la suivante. Tu vas me l'énerver là, tu le sais, hein. Il dit rien encore, mais... Peut-être que je vais énerver beaucoup de monde, mais moi je vois pas de raison de sortir une PlayStation 6 en fait. En plus, elle va être apparemment encore plus, genre ils disent, elle sera plus performante. Elle va être, il y aura plus de RAM, il y aura plus de connectique, il y aura plus de, connectique, il y aura plus de câbles, ce sera genre plus performant. Mais déjà avec la PlayStation 5, on voit pas trop de différence entre PlayStation 5 et PlayStation 4, donc c'est pas forcément
un argument pour moi, mais en plus, comme elle sera plus performante, elle coûtera encore plus cher. Ah bah ça... Encore plus cher. Ça c'est obligé. Je répète, encore plus cher. Que la Pro. C'est comme sûrement. si celle-là, la PlayStation 5, n'était pas déjà un petit peu trop chère. Je sais pas. Les développeurs n'arrivent pas à sortir beaucoup de jeux sur la génération parce que les développements sont encore plus longs et encore plus longs et encore plus longs. On a carrément des studios qui n'ont même pas sorti de jeux sur cette génération-là encore. Et on a déjà une PlayStation 6 en vue. Tu parles de Rockstar? Ah, GTA. Non, mais il arrive, mais on a des studios où on n'a pas de nouvelles. Genre, ils sont là, ils travaillent peut-être pas. Ça se trouve, ils vont complètement zapper la PlayStation 5 pour passer directement à PlayStation 6. Mais bon, ça fait. C'est vrai qu'on est dans cette période où quoi. ça va être un truc stratégique de commencer à réfléchir à faire les jeux pour la prochaine console. Parce que s'il y a un minimum de 5-6 ans, voire plus, pour faire un jeu, ce sera pas la priorité, la PlayStation 5. Moi, je comprends pas. On a partout dans le monde l'inflation qui ne fait que grimper. Les gens, ils ont du mal à s'en sortir, mais les constructeurs, ils se disent c'est un bon moment de sortir une nouvelle console au lieu d'essayer de nourrir plus et essayer d'augmenter la quantité de consoles déjà présentes sur le marché et augmenter ensuite les prix les budgets qu'ils peuvent ramasser en vendant encore plus de jeux. Donc je ne suis pas sûre. Personnellement, après je ne suis pas spécialiste de finance, je suis pas spécialiste de marché, je suis pas spécialiste de tout ce genre de trucs. Moi je pense que c'est pas surprenant de voir débarquer une PS6 à ce moment-là. C'est le cycle, on est sur combien d'années C'est pas parce ça va que... faire 7 ans. On est sur le cycle standard. Enfin, On a eu le Covid, c'est pas parce qu'on n'a pas de console, c'est pas parce qu'on a peu d'exclusivité PlayStation 5, c'est un fait sur une console que l'entièreté du monde du jeu vidéo s'est arrêté de vivre pendant ces 7 dernières années. Mais je me dis, si la durée de temps de développement de jeux ralentit, il faut peut-être aussi ralentir sur la production du software. Parce que justement, on n'arrive pas. Oui. Du hardware, pardon. Le droit, c'est qu'eux, ils font leur beurre là-dessus, généralement. Donc, Bah non. Techniquement, la console n'apporte rien. C'est pas une question de faire son beurre, c'est surtout qu'il y a besoin aussi à un moment de renouveler le matériel. La maternelle, il faut la renouveler aussi, ouais. Les manettes, elles drift, il faut bien les changer. Les manettes drift, ça c'est un problème incident. Oui, non, c'était juste pour planter. Mais c'est juste parce que les développeurs qui du coup ont sorti régulièrement des jeux sur cette génération se sentent peut-être un peu à l'étroit. Moi je trouve que même en termes techniques... T'as le monde du PC qui évolue tout le temps aussi. Oui, attends, le monde de PC évolue tout le temps, mais en fait il y a tellement d'évolution encore, tout va dans le vide. Tu sais que selon les stats de Steam, il y a presque au moins 50% de joueurs qui jouent en 1080p. Il y a des gens qui ne jouent jamais en 4K. Il y a des gens qui n'utilisent pas de télé 4K pour jouer à leurs jeux vidéo. Il n'y a pas besoin de performance telle que ça. Le ray tracing, la moitié de joueurs, ils s'en foutent. Bien sûr que c'est marketing. Bien sûr que c'est marketing. C'est pas le souci. Évidemment, tu vas acheter cette console-là pour un confort. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas déconnant de voir arriver la console 7 ans après pour un supplément de console. Donc, je suis résigné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, non, mais ça se sent. La PS5, c'était un supplément de confort. Que la PS6 apporte plus de confort encore. Mais quel confort? Genre, la PS5, tout ce qu'elle a apporté, c'est ça charge plus vite, c'est tout. Mais non. Alors non. Faut pas te laisser dire ça. Et pourtant, je suis d'accord avec toi depuis tout à l'heure, mais là. Il n'y a pas que du confort. Ça tourne mieux globalement. Il y a plus de jeux à 60 images par seconde et des fois, t'as très régulièrement le choix. On revient au problème de 60 images par seconde. Il faut un équipement pour le voir. Les télés vont jusqu'à 60 images par seconde. Les télés sont à 60 images par seconde beaucoup. Mais fais pas genre. Non mais je vois ce que tu veux dire. Donne-moi le ratio des gens qui voient la différence parce que en fait là attention, tu t'aventures sur un terrain dangereux. Non mais entre les télés, les écrans, les qualités d'image, etc. Tout ce que les gens ils disposent. Encore une fois, on revient à la question du prix et du consommateur. Moi, en tant que consommatrice, je vois pas. Tu vois, c'est hyper cher, ça apporte pas grand-chose et finalement t'en profites pas c'est quoi. Faux, c'est pas hyper cher. Je suis désolé, c'est pas hyper cher. Qu'est-ce qui est mieux? C'est changer de carte graphique tous les 3 ans ou d'acheter une PS5 tous les 7 ans?
Qu'ils ralentissent un petit peu et qu'ils laissent les gens. Mais tout le monde, souffler. je suis d'accord sur le principe que tout le monde doit ralentir, c'est pas le souci, je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais on change de téléphone tous les ans. Je pense qu'il y a. Parce que les téléphones ne sont pas capables de tenir plus. Je pense que ça entre surtout en conflit avec le. C'est pas vrai. La batterie, elle meurt. Combien de temps a duré ton 10R? Oui, alors les iPhones, on n'en parle pas, c'est pas pareil. Ouais, d'accord, c'est des nouvelles règles. Non, mais je pense que cette réflexion elle est profondément en conflit avec la situation économique du pays. Oui, en fait. c'est le problème. C'est ça le problème. Dans les faits, moi je trouve que c'est pas surprenant qu'il y ait une console qui arrive 7 ans après l'arrivée de la précédente génération. C'est le cycle normal. Je trouve que même c'est plutôt cool que ce soit resté sur 7 ans parce que moi je me souviens de rumeurs de l'époque de la PS3 et de la PS4 où on disait tiens, les gens ils sont prêts à acheter un téléphone tous les ans. Ce serait peut-être pas plus mal qu'on sorte une console tous les ans aussi. Oui, mais là c'est on va dire clairement c'est exagéré. Mais c'est juste... Et encore une fois, enfin juste pour la précédente génération, on se posait déjà les questions est-ce que ça vaut le coup? Parce que justement, les performances apportées, ils étaient assez minimes par rapport à la précédente génération. Donc tu vois, c'est. Même sur cette PS5, même si on peut râler sur l'absence légitime d'un certain nombre d'exclusivités, je trouve que ça vaut le coup. Alors, si tu remarques bien, moi j'ai jamais indiqué à un moment le point de il n'y a pas d'exclus sur la console. Oui, non, mais c'est parce que c'est le truc qui est toujours soulevé en fait sur le fait que cette génération soit décevante. Oui, elle est décevante parce que c'est vrai qu'en termes d'exclusivité d'un côté comme de l'autre, il n'y en a pas beaucoup. Ça s'explique par les temps de développement longs, etc. Mais dans les faits, il y a énormément de jeux qui sortent. Donc si tu veux jouer à du jeu vidéo sans te prendre la tête avec un PC, la PS5, ça reste le meilleur rapport qualité-prix. De toute manière, il n'y a plus qu'elle, donc... Bah, du coup, la PlayStation 6, elle coûtera plus cher. Il y a des rumeurs qui disent qu'on aura, en plus de la console en elle-même, une sorte de compagnon pour jouer un peu plus en portable. Ouais. La question reste à savoir, est-ce que c'est vraiment une question ? Je pense que ce sera acheté à part et pour PlayStation, ce sera évidemment plus cher. Compagnon sur c'est un non. Moi, alors... une sorte de version de console portable qui sera rattachée tout de suite à ta console. Non, alors moi, ce que j'ai vu, c'était que c'était une PS6 Lite, mais vraiment console portable pour le coup. Oh là. Non, mais quand je dis rattaché, c'est pas physiquement rattaché. C'est que c'est comme la Wii U, quoi, tu vois, avec le deuxième pad, quoi. Oh. Non, là, on parle vraiment de console portable pour le coup, sur ce qui a leaké. Ce serait une console portable que PlayStation serait en train de développer, qui aurait des capacités techniques qui seraient, je crois, un peu inférieures à une PS5 ou... Vaguement. Attends, PlayStation 6 en tout sera que portable? Non, il y aurait une PS6 et un modèle de console portable sur lequel tu vas pouvoir jouer un peu comme un Steam Deck. Oui, bah, comme une PS6 bridée. La guerre est déclarée. Non, parce que là en fait tu étais en train de parler de comme une Wiimote, c'est en streaming. C'est comme le PlayStation Portal. Ah, ok. Ce serait pas PlayStation Portal, là ce serait vraiment une console que tu peux emmener partout sans te connecter à internet forcément. Ouais, mais ça fait partie des leaks, on est d'accord, il y a rien de officiel. Oui, non, mais ça fait partie des leaks, c'est pas encore officiel, mais du coup tu te rends compte, il y aura 2 consoles du coup. Il y a eu 2 Xbox Series. Oui, ça par contre c'est vrai. C'est vrai, mais d'un autre côté, bon, c'était une mauvaise idée. Oui, parce que c'était strictement 2 consoles de salon. Oui, voilà. Là, c'est plus facile de capter que tu as une console portable et une console... On est dans un monde où PlayStation Portal a été un succès. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose à tirer, ils tirent dessus, c'est normal. Qu'ils vont absolument essayer de faire un truc du style, si vous êtes un vrai gamer, vous avez absolument besoin des deux. Les deux vont coûter hyper cher, on en aura pour au moins 1800 € pour avoir les 2 consoles en même temps. Et... c'est mes estimations personnelles, donc je précise. D'accord. Bah quand même, on sait jamais. Tu m'as fait peur, c'est pour ça que je fais oula. Ah mais non, mais attends, si tu rajoutes le coût de l'inflation, l'augmentation des prix naturels par rapport à la précédente génération, tu doubles ça par 2. On y revient, c'est un problème économique. Et en plus, tu rajoutes une taxe des comment ils s'appellent, des gens de la direction qui veulent avoir des sous, donc bon. T'es pas obligé de prendre les 2. Oui, mais tu sais comment ça va se passer. Ils vont Moi, dire, je prendrais les 2. Mais... vous pouvez pas vivre sans les 2 en même temps. Il y a 2 types de résignement différents. Le résigné ok, le résigné pas ok. Et moi, je regarde. Moi, je demande une console, un Steam Deck dans lequel je joue à mes jeux PlayStation. De toute manière, moi, j'ai fait le deuil d'imaginer... Je parle pour moi. J'ai fait le deuil d'imaginer de sortir de l'environnement PlayStation. J'y arrive pas et j'ai pas forcément envie.
Bon, les consoles... Ça y est, ça c'est parce que tu as 35 ans. Là, ça y est, tu commences à faire des pizzas maison avec du levain. Aïe, aïe, aïe. Tu veux fabriquer ton pain à la maison et tu acceptes de te soumettre entièrement à la PlayStation 5. Il y a des mots durs, soumettre. Eh oui. Après, j'ai un peu plus ou moins... Tu vois, ce qui est intéressant avec les itérations de consoles qui évoluent peu d'une architecture à l'autre, c'est que derrière, moi je suis aussi d'assurer de pouvoir continuer à jouer à mes jeux PS5 et PS4, quoi. Ouais, ma dernière nouvelle, quand t'as changé de console, t'as perdu toutes tes sauvegardes. Je parle pas des sauvegardes, je parle des jeux. Là, tu empoisonnes le puits, Elena, ça n'a rien à voir. Non, moi, je suis polémiste ou pas polémiste? Oui, non, mais là, ça sert à rien. C'est mon travail, d'accord? Je soulève les questions et je pointe là où ça fait mal. Oui, mais c'est inutile comme pointement, Elena. J'ai perdu mes sauvegardes parce que j'avais pas l'accès au cloud. Mais mes jeux PS5, PS4, ils fonctionnent toujours. C'est quoi le problème? Vous voyez ce qui se passe? Xbox se casse la gueule. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. On est divisé. Bah alors, explique-moi comment ça se fait que dans ces histoires de leak, il parle d'une nouvelle prochaine Xbox. Oui. Bah je ne sais pas, Elena. Alors c'est quoi ces histoires? Je croyais qu'ils étaient en train de mourir. Bah moi aussi. Je pensais qu'ils avaient même annulé. Ça se disait que ils réfléchissaient pas à la prochaine génération. Juste, voilà. Encore une fois, c'est un leak. Oui, voilà. Voilà. C'est un leak supposé. On discute plus de l'intérêt de changer de génération là actuellement que du leak à proprement parler. Oui, parce que on sait que ça arrivera de toute manière. C'est moi qui présente la news. Je vais être honnête avec vous. Les performances de cette PlayStation 6 sous forme de leak, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse vraiment. Moi, la vraie question que je me pose, c'est vraiment une nouvelle console? Oui. Déjà? Mais ça fait 7 ans. Pourquoi faire? Ça fait 7 ans. C'est parce que cette génération, elle n'a pas été forcément plus marquante que les précédentes et que c'est dur. Parce qu'on est sur un truc très standardisé. Tu l'as dit, les jeux sortent sur PC. Il n'y a plus ce petit piquant de je fais partie de tel clan, j'ai ce genre de jeu, le clan PlayStation hisse le étendard, je sais pas quoi. Et il n'y a plus ça. C'est super plat. Et du coup, vu que tout est plat, ça passe plus vite. C'est moins hypant. C'est moins piquant et à la fin, on dit la console apportait au moins un réel gap mais visuel. Elle apporte un gap visuel. Non. Elle en apporte, si. Qu'est-ce qu'ils vont changer maintenant avec une nouvelle console? Moi, j'ai du mal à voir. Elena, ça c'est le futur, on sait pas. En 2-3 ans, il s'en passe des trucs. C'est pas parce que je joue qu'à des jeux PlayStation 4 sur ma PS5. Ah bah voilà, tu vois. Les jeux que j'ai joués dernièrement à la télé, c'est Final Fantasy Tactics, un remake d'un jeu PS1. Tu vois, c'est de ça que je voulais parler en ce moment. Tous les jeux qui sortent là sur cette génération, c'est que des remakes, c'est que des portages. On a si peu de nouveaux jeux. Ils essaient de combler les trous avec des vieux jeux. Focus aussi. C'est parce que je joue beaucoup à des remakes. C'est parce que tu vis avec quelqu'un qui fait beaucoup ça, mais c'est pas vrai. Il y en a beaucoup, je suis d'accord, mais c'est pas la majorité. Donc non, mais en vrai. Il y en a 2 fois plus tous les mois que de nouveaux jeux. Mais c'est parce que je joue qu'à des jeux Square Enix, Elena. Et ouais, il n'y a pas que Square Enix qui fait ça. Elle est vraiment remontée là. Je joue qu'à des jeux Nintendo et Square Enix, c'est pour ça. Imagine-moi, je pleure devant ma Xbox tous les soirs, donc l'ambiance est différente. Moi, tout ce que je retiens, c'est la perte d'épices des conflits des consoles finalement, qui a disparu. On marche tous ensemble. Plus personne s'entretue. Si, maintenant on s'entretue pour les franchises. Ouais, c'est bien. Call of versus Battlefield. Mais si encore, la vie était moins chère actuellement. Oui, mais oui, il y a rien. C'est le truc sortir économique. 700 € pour la prochaine PlayStation 7, 6, pardon, ce serait peut-être encore faisable. Mais s'il continue à nous faire de l'inflation comme ça... alors, on va regarder le prix de la Xbox One à sa sortie. Non, mais ça sert à rien de comparer, genre en mode on compare à l'époque, on compare avec aujourd'hui, on sait très bien que les prix, on va nous dire c'est équivalent à peu près. Oui, ça coûte vraiment au portefeuille en fait. Parce qu'il y en a plus. On n'a jamais été autant de gamers et je suis là-dessus pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais c'est quand même intéressant de voir combien ça coûtait à l'époque aussi, tu vois. Mais effectivement, je pense que ça devrait pas coûter autant. Les gens ils dépensent bien assez mais là le problème c'est que c'est une question de les salaires suivent pas, mais là ça ne concerne pas du tout l'industrie du jeu vidéo. C'est allez, icono-politique avec nous Hugo Décrypte. Bref. On va peut-être passer à la suite. Ça fait déjà 40 minutes qu'on a commencé ce podcast et il y a encore des trucs à dire. Aïe aïe aïe. Bah, du coup, je passe à ma prochaine news qui est, je sais pas, est-ce qu'elle est plus drôle? Elle est sûrement moins
polémique, je pense, donc on va être un petit peu plus calme là-dessus, normalement plus rapide. Cette fois, on va parler Nintendo qui s'amuse encore à vouloir faire des procès aux gens. J'ai l'impression qu'à chaque fois quand on parle de Nintendo, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un jeu pour eux. C'est, tu sais, genre to-do list, ils ouvrent leur téléphone tous les matins et ils font ok, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, tic tic tic, un nouveau procès, ah attends, on va trouver quelqu'un là. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé récemment. Donc on n'en a pas parlé par exemple la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était déjà une histoire qui commençait à tourner, mais justement on attendait à avoir peut-être un petit peu plus d'informations là-dessus, mais comme il n'y a pas eu de mise à jour, maintenant on en parle. Donc Nintendo, ils vont jusqu'à creuser sur Reddit pour trouver des gens potentiellement problématiques qui peuvent faire une sorte de pont entre les gens susceptibles d'être intéressés par le hack ou par la bidouille et les sites justement qui te permettent de télécharger les jeux de façon pas très légale. Donc ils ont trouvé une personne, un certain James Williams. Voilà. Et James Williams, voilà. Oui, c'est ça. Ah, pour de vrai? Non. Ah, d'accord. James Williams, ils l'ont vraiment trouvé sur un subreddit qui compte presque 250 millions de followers dessus. Donc il y a énormément... 250 millions 250 000. Ah ok, j'ai entendu millions. 250 millions, je vais le redire. C'est un subreddit qui compte... Ce qui n'est pas énorme, 250 000 du coup, par rapport à Reddit. Oui, mais on va dire plus de 200 000, parce que selon les sources, j'ai trouvé des chiffres différents. Mais plus de 250 000 et 250 millions. C'est ça, mais donc plus de 200 000 personnes au minimum qui suivent ce subreddit-là et qui parlent de, du coup, justement, de hacks, des petites bidouilles, là, ils partagent les actualités Nintendo, mais il n'y a rien... globalement rien qui peut dire que là c'est vraiment un QG des gros hackers qui veulent voler Nintendo et qui veulent faire couler la société Nintendo. Non. Mais cependant, ils ont quand même trouvé une personne, donc c'est le fameux James Williams qui, lui, a peut-être copié, distribué et promu le piratage de la Nintendo Switch auprès des gens de ce subreddit-là et qui a partagé justement des liens qui peuvent mener les gens vers des sites pas très nets, quoi. Et donc évidemment, Nintendo, il a dit non. Ça, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui fouine là, donc on va essayer de le punir. Donc, suite à des discussions, visiblement, entre Nintendo et ce fameux monsieur Williams, le ton a été un petit peu monté. Voilà, ils ont haussé le ton et maintenant, ils réclament 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts à monsieur Williams. Mais attends, mais il a généré de l'argent sur ce truc? Apparemment, un petit peu. Ah, c'est même pas vraiment génération d'argent. Il a demandé des cartes cadeaux. Il a demandé des dons. Donc c'est en mode tu me donnes 1 euro, moi je te donne une copie de Assassin's Creed. Je te donne une copie de Mario gratuitement, tu vois. Moi là-bas je pensais qu'il était en train de le tabasser parce qu'il avait partagé des liens, tu vois, en mode. Non, il a pas que, il a partagé les liens. Je trouve ça beaucoup 4 millions pour un gars qui a partagé des liens. Je fais ayez peur que tout le monde panique. Non mais il a partagé des liens. Oui. Il y a eu du partage de liens sans aucune demande d'échange, de rémunération, quoi que ce soit. Mais il y a eu apparemment des cas où il demandait des dons de cartes cadeaux, par exemple de Nintendo eShop en plus. Oh coquin, ouais. Donc, en échange de ces services-là. Et il proposait aussi une assistance technique, notamment pour aider à hacker ou modifier la Switch des gens. Donc il était là et il monnayait son aide de hack de Switch en échange des cartes cadeaux eShop. Ok. Voilà. Bonne ambiance, hein. C'est pas forcément très bien, quoi. Donc bref. 4,5 millions de dollars réclamés par Nintendo. Et sachant qu'évidemment, Nintendo a demandé au préalable de fermer cette boutique de piratage. Voilà, ce qu'il n'a pas fait. Et apparemment, il n'était pas très réceptif, donc voilà.
Ok, donc à suivre quand même. Bah évidemment, on attend, c'est la suite. C'est bien, mais on aura des nouvelles. Mais merci, parce que nous, ça nous fait des sujets de vidéo après, tu vois. Nous, on est là, 4 procès du jeu vidéo, etc. Juste à voir comment ça va se dégoupiller, parce que moi, ça me surprend. En plus, ce qui est bien, c'est que d'après les leaks, 4,5 millions de $, c'est un tiers du budget d'un Pokémon. Ah ouais, bah voilà. Donc parfait. Bah, voilà. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment ça, c'est qu'ils sont allés chercher un mec sur Reddit parmi 200 000 personnes qui sont sur le même forum. Donc il fallait trouver quand même. Je pense qu'ils ont surtout d'abord retracé le site, et ils sont allés voir où l'argent passait. Je pense qu'ils ont plus suivi l'argent que Reddit en lui-même. C'était pas malin de faire ça sur Reddit, cependant, tu vois. Bon. Est-ce que Nintendo a déjà essayé de réclamer de l'argent à Reddit pour l'absence de modération? Je pense qu'il faudrait voir. Parce que ça, ce serait... Il doit y avoir des clauses de protection là-dessus, en mode ils sont pas responsables. C'est pour ça qu'il y a des modérateurs de section et qu'ils en sont un peu... D'ailleurs, il est modérateur, de ce que j'ai pu comprendre de sa section. En plus. Donc oui. Non, écoute, génial. Bah écoute. Hein. Si vous avez partagé des liens, moi j'aime bien. Commencez à mettre des sous de côté, parce que, apparemment... Ça cherche à financer les Pokémon. Ouais, quasiment toutes les semaines, on a Nintendo qui poursuit quelqu'un. Putain. Du coup, Victor, tu veux nous parler de quoi, toi? Ah, bah écoute, moi je vais avoir, comme à mon habitude, un florilège de news sur le même sujet, qui concerne Battlefield 6. Alors, tu n'es pas sans savoir que Battlefield 6 est sorti ce 10 octobre 2025. C'est pas c'est pas une sponsor, hein, j'annonce juste la date de sortie du jeu. Et que ça a été une sacrée hype quand même. Ouais. Alors, mais des œillères, on parle de la hype, tout va bien. Parce que moi, je sais qu'on y a joué. Tu vas avoir des trucs à dire après. Ah, mais tout va bien. Hein. Pardon. Parce que tu fais comme ça. Ouais. Avec. Et du coup, une hype pas du tout artificielle. Non, je l'annonce parce que dans les bureaux de DICE et de EA, ça a dû bien se frotter les mains à la sortie du jeu, étant donné que c'est officiel, Battlefield 6 a battu à peu près moult records, vraiment pas mal de records pour son jour de sortie. Alors, faut savoir que rien que sur Steam, il a fait un pic à 747 400 joueurs, ce qui est énormissime. Alors, attention, hein, ça le propulse uniquement à la 14e place des jeux les plus joués sur Steam, juste derrière Baldur's Gate 3, qui en avait 800 000 et quelques, ce qui nous rappelle encore une fois à quel point Baldur's Gate 3 était un jeu unique, pour le coup, il l'est toujours. Hein. Et du nectar des dieux. Le nectar des jeux, oui. L'ambrose. Mais ça le place tout juste devant un peu Marvel Rival ou encore Call of Duty. Et là, ça met du main à main à Groud. Excusez-moi, ça met du main à coudre. J'ai la gorge dans un état. Ça me rend pas service sur l'élocution. Mais du coup, ça l'a placé aussi salami. dans le salami. Pourquoi tu parles de salami? Salami. D'accord. Quand t'as un ami qui est pas sympa. Oui. Ça l'a placé, si tu préfères, dans le top 3 des FPS multi les plus joués de l'histoire de la plateforme. Ou qui se lave pas. C'est tout ce que ça vous fait. Je vous présente un produit exceptionnel. Mais on a mangé une pizza à midi. Oui, j'entends, mais attendez, zut, historique. Tenez-vous un peu. Mais pas que, parce que ça en fait aussi le plus gros succès d'IA en termes de joueurs, ce qui est une plutôt bonne nouvelle, étant donné qu'on sait qu'ils ont fait Apex Legends, et Apex Legends a été un immense buzz, parce que c'était un jeu free-to-play déjà pour commencer, qui était plutôt bon. Moi, je sais qu'on y a joué. Hein. À quoi? Apex Legends. Oh, vite fait. Oh, il a connu son heure de gloire, je sais qu'il marche encore beaucoup, mais voilà, c'est aussi pour vous un peu vous positionner ça, parce que vraiment c'est un enchaînement de petits records battus les uns après les autres. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est aussi le plus gros jeu, on va dire, FPS plein tarif le plus joué de la plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu vendu 69 balles qui a réussi un tel truc. Donc une belle réussite qui vient alimenter l'euphorie de la sortie de Battlefield 6 et qui vient s'alimenter aussi, s'agréger autour de la multitude d'événements arrivant avec cette sortie. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Les news, voilà, les joueurs sont contents, DICE est content. Ils vont pas fermer le studio, c'est bien. Ils vont pas fermer le studio. Ah, ils se sont rendus compte que quand même, 2042, c'était une page sombre et que finalement, il fallait mieux repartir sur ce qui marchait bien à l'époque des BF3, BF4 et je sais qu'il y a eu le 1, etc. Le piou-piou. Les précédents... Moi, j'ai arrêté à BF3, donc je t'avoue que je sais pas qu'est-ce qui était bien dans le... BF4, c'était... À l'époque, moi en tout cas, je l'ai perçu comme un BF3+, tu vois.
BF3 a été vieillissant. On avait fait tous les DLC, etc. Le BF4 était bienvenu. Mais moi, j'ai commencé à décrocher avec Hardline, qui était vraiment complètement déconnecté. Et après, j'ai fait les autres, hein, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Je sais plus où c'était. Mais dis-toi que on est quand même plus proche d'un BF3, BF4 que tous les autres depuis. Hein. Ça, je l'ai ressenti, mais du coup, je me demandais, parce que vu que tu as fait les précédents, tu as fait tous les BF. Tous. Enfin, tous. Du coup, c'est quoi qui faisait. Enfin, c'était quoi le truc des BF5 et BF1 Moi, si je devais en termes de gameplay, pas en termes d'ambiance. Si je devais te le décrire, c'est des univers. Enfin, c'est des grandes maps. Non mais j'essaie de pas dire de bêtises quand même parce que c'est pas tout frais dans mon esprit hein. Mais c'est guerre moderne, grande map, beaucoup de destruction et c'est tout. C'est comme ça que je le décris, beaucoup de véhicules aussi. Ouais. Là au final 2042 eux ils avaient fait tout dans l'extrême et là c'est vrai que ça avait posé problème quand même hein. Il y avait combien de joueurs déjà par lobby? 128, ça fait 64 versus 64. Ça a été très compliqué à faire parce que les maps étaient immenses certes, mais du coup il y avait des épicentres de population et il y avait des points très loin qui étaient souvent soit vides soit zerg par 30 mecs qui arrivent d'un coup. Donc ouais, on est dans cet ADN plus des plus proches des BF3 où vraiment tu vas tout détruire à la fin de la partie, il restera pas grand chose. Et on est sur un truc assez moderne puisqu'on est en 2027 ou 2028 si je me trompe pas. 2028. 2028. Donc c'est palpable, tu vois, en termes, c'est pas des armes futuristes, c'est pas des trucs qui vont te rendre invisible, c'est pas des exosquelettes qui vont te faire ou des wingsuits magiques là qui vont te. Non. On est sur quelque chose d'assez cohérent. Et du coup, ça nous ramène à ça. Et en vrai, c'est plutôt bien réussi. Hein. Moi, j'en parlerai après. Mais... Hein. Mais pour en revenir aux news, voilà. Donc, une multitude de news liées à cet événement. Je vais vous survoler plein de trucs. Comme je sais pas, moi, par exemple, le patron de Battlefield 6, qui allait dans l'euphorie, hein, qui s'est sûrement senti pousser des ailes, vu qu'il a carrément, je vais pas dire chier sur EA. Il a profité pour petite crotte, tu vois. Ça marche! Hop là, un petit doigt. Puisqu'il a quand même dit que EA avait fait l'un des plus gros buts de son camp, contre son camp, dans l'histoire du développement vidéoludique, étant donné que EA avait donné naissance à Call of Duty. Alors là, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Il faut savoir que ça commence à dater. On se sent vieux, hein. ça va faire mal. Mais que en 2002, il y a un jeu qui s'appelle Medal of Honor Allied Assault qui est sorti, qui était édité par EA, qui était commandé, etc. Qui était fait par un studio qui s'appelait 2015 Inc. Ce studio avait fait honneur à Medal of Honor. Genre vraiment, le jeu était trop bien, les gens étaient super contents. Problème, c'est que tu mandates un petit studio pour faire un jeu. Il marche bien. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es un géant? Tu récupères. Tu dis, bon, on va le faire en interne maintenant. Ouais. Donc, il s'était un peu débarrassé de ce studio. Et là, on va y arriver. Plot twist. Les gens qui étaient chez 2015 Inc., ils sont partis. Et ils ont fait un studio que vous connaissez peut-être. Infinity Ward. Je connais pas. Les papas de Call of Duty. Je sais pas. Oh, on y est. Donc, de là à dire que EA a créé Call of Duty, effectivement, il n'y a qu'un pas. Puisque s'ils avaient gardé ce studio, jamais ils ne seraient partis faire leur Call of. Parce que ça s'est vu, hein, le premier Call of ressemblait énormément à Medal of Honor, Allied Assault. C'était vraiment un cousin éloigné, viteuf. Donc, ça faisait partie de ces petites crottes qu'il pouvait lancer. Et il peut la lancer à juste titre, parce que on y vient. Et toi, tu m'en parlais, tu me dis, ah, mais c'est pour ça que c'est pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais le patron de Battlefield 6, hein, la personne qui a fait ce commentaire, c'est un certain Vince Zampella. Alors, qui est Vince Zampella? C'est justement quelqu'un qui travaillait chez 2015 Inc. Et c'est un cofondateur d'Infinity Ward. Donc, celui qui a fait le succès de Call of Duty. Et qui, d'après toi, me disait que quand il est parti, ça a commencé à... Ah bah, pour moi. Après, bon, il y a aussi quand même pas mal de nostalgie qui parle un petit peu, mais... Pour moi, quand il s'est barré d'Infinity Ward, ce qui correspond après Call of Duty Modern Warfare 3, pour moi, c'est là que ça a commencé à se décliner gentiment la qualité des Call of Duty. Mais bon, tout le monde dit oui, la chute de Call of Duty, machin, c'était pas aussi vénère que ça. Mais disons que depuis qu'il est parti, tous les studios qui sont afférés à Call of Duty sont un petit peu en mode automatique.
à réagir à la tendance sans vraiment la créer. Peut être une locomotive et plus être un wagon qui suit les trucs. Ouais, voilà. Okay. Donc ils font que mettre des bûches de bois dans un feu, ça marche bien, sauf que tu sens que le train il avance de moins en moins vite. Et je l'ai ressenti très vite. Pour moi, les Call of Duty Modern Warfare, ça reste dans mes meilleures expériences de jeux vidéo d'adolescence, donc bon, enfin de jeune adulte. Oui, non, je dis ça fait mal, ça, on vieillit, on se voit vieillir à vue d'œil avec ce genre de news. Mais du coup voilà, vous l'avez, le papa de Call of Duty qui a profité pour un peu régler ses comptes du succès de Battlefield 6 pour régler ses comptes acquis, parce que je suppose qu'il se sent intouchable actuellement, et à juste titre, étant donné que... c'est bien, parce que du coup, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il fait pas un... Excuse-moi, mais de ce qu'il a... Moi, j'ai pas forcément été fan et pas forcément accroché de ce qu'il a fait après. Titanfall, oui, très bien, mais j'ai pas touché. Exceptionnel, Titanfall, mais oui. J'ai pas touché, mais Apex, c'était pas trop pour moi. J'en avais déjà un peu plein le cul des Battle Royale. Et bon, disons que les Star Wars Jedi, c'était bien, mais c'était pas ce que j'attendais d'un studio qui faisait les Call of Duty de mon enfance. Ouais. Bah maintenant il s'occupe de ma période jeune adulte, faut que j'arrête de dire mon enfance. Oui, ouais. 2007-2009, j'avais 17-19 ans. Bah maintenant il fait les Battlefield 6. Et enfin il a fait Battlefield 6 et je suppose qu'il restera, parce que maintenant que EA a vu que ça marchait bien et qu'ils avaient quelqu'un d'assez motivé pour ça, je pense qu'on va le garder un moment, celui-là, à moins qu'il s'en aille, qu'il veuille partir. Mais voilà, petite crotte de nez, ou crotte tout court, pour se venger, je suppose, d'un petit traumatisme il y a plus de 20 ans. Quoi d'autre au niveau de... J'en ai une dernière, je crois, oui, effectivement, dans Battlefield, et après je vais lâcher la licence. Je vais lâcher la coupe. Parce que je suis content, moi tu le sais, vraiment, Battlefield, grande respiration, ça fait du bien, parce qu'on avait... la page sombre avait fait mal, mais c'est officiel, voilà un petit truc. Alors ça va peut-être ravir beaucoup de gens dans les FPS et même dans le monde du gaming en général. La sortie de Battlefield 6 a aussi signifié les premiers messages et les premières apparitions de vagues de bannissement, avec écrit précisément que les gens étaient sanctionnés parce qu'ils utilisaient le Cronus. Alors le Cronus, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde croit que je l'ai inventé à cette table, apparemment, parce qu'on n'en a jamais vu et que je voulais absolument les acheter à Leclerc ou à Micromania, parce que je vous jure qu'il y en avait dans les rayons. C'est vous dire à quel point c'était répandu. C'était un produit qui était top vente sur Amazon à un moment et qui est peut-être plus trop maintenant. Victor est en train d'enquêter sur Cronus et l'utilisation de Cronus depuis des mois. Et si je vous dis enquêter... Non mais c'est vrai. J'ai enquêté, mais j'ai essayé de m'en procurer un dans un magasin, mais j'arrive pas. Donc depuis, ça n'avance pas. Parce que tu nous as sorti, c'est tellement facile à avoir dans le moindre Micromania, Darty, Fnac, on en trouve. J'en ai jamais trouvé. Je te jure que j'ai vu plein de gens dire qu'ils les avaient vus, etc. Et c'est bon, ça me dépite. Je te jure, je suis dépité. Et Victor a contacté carrément des vendeurs, des sociétés qui vendent. Genre, t'as envoyé un message à Micromania. J'ai envoyé un message. Est-ce que c'était normal ? Est-ce qu'ils savaient que c'était, ça stimulait c'était de la triche ? C'était contraire même aux valeurs de la société, etc. Jamais eu de réponse. J'ai même envoyé un message à l'Elysée. Pour savoir si c'était non. Ils m'ont répondu, ils m'ont laissé un vu. Mais c'était, je suppose, le message officiel de vue pour eux, tu vois. Oui, donc, mais j'étais super chaud, etc. Mais le fait de jamais en trouver, et je voulais pas en acheter non plus en mode parce que je suis un peu flippette. C'est quand même des outils de cheat où tu peux mettre des trucs dedans, etc. Et je voulais pas en acheter d'occasion. Voilà. Surtout que tu joues pas sur console, quoi. Oui, tu peux le brancher sur PC aussi. Ah oui. Rien ne t'empêche de brancher une manette sur ton PC, enfin de le Cronus sur ton PC et une manette sur ton Cronus. Alors pour ceux qui se demanderaient ce qu'est le Cronus depuis tout à l'heure, parce qu'on en parle beaucoup, le Cronus est un tout petit boîtier, vraiment avec on dirait le logo Alienware d'ailleurs dessus, une tête d'alien, qui se plug en USB et qui permet de brancher sa manette. Donc c'est un accessoire externe, qui est reconnu comme un accessoire externe, mais qui a un détail près sur lequel on peut introduire des scripts ou des cheats plus précisément, donc vraiment la totale, et qui s'est énormément répandu, n'en déplaise aux gens qui ne me croient pas, à travers des grandes surfaces, à travers des
à travers des sites de revente marchand. On en a vu même sur le site de Fnac, je crois. Oui, c'était quelque chose qui s'était vendu. D'ailleurs, j'ai regardé la news et les gens, il a dit il y a des mecs de chez Leclerc, rayon jeux vidéo, qui ont dû faire un malaise parce que ça va, le chiffre d'affaires, il va baisser. Et ça coûtait quand même une centaine d'euros. Hein, donc c'était un sacré investissement. Mais c'était quelque chose qui était assez répandu et qui était plutôt normalisé dans le truc parce que visiblement, c'est assez compliqué de bannir quelqu'un parce qu'il a un périphérique branché et que c'est le périphérique qui triche directement. Tu vois, je veux dire, donc, le Cronus, grosso modo, Cronus, il permettait de faire quoi? Il permettait d'avoir de l'aide à la visée, il permettait d'avoir des raccourcis, tu peux avoir, permettait de... tu peux avoir de l'aimbot en fait. Parce que c'est aussi simple que ça, c'est que le Cronus allait faire la liaison entre ta manette et la console, il allait faire croire que c'était tes mouvements à toi, de ta manette. Après, de ce que je lis aujourd'hui, c'est bien que Battlefield ait mis le point là-dessus, mais c'est déjà un périphérique qui est banni de jeux comme Fortnite ou Rocket League actuellement, et qui peut entraîner une suspension de compte permanente, donc ça fait un petit moment déjà que ça commence à se réveiller là-dessus. Mais c'était jamais... Enfin, moi, j'avais jamais vu apparaître... vous êtes banni à cause de Cronus. C'est écrit en gros que c'est Cronus qui pose problème. Parce que là, c'est ce qui s'est passé avec Battlefield. Oui, carrément, il y a les écrans écrits on a détecté l'utilisation de Cronus, vous êtes banni. Donc, c'est rigolo parce que moi, j'ai regardé un peu... Je suivais un peu les trucs sur Steam parce qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent je suis ban, je comprends pas pourquoi. C'est quoi cette histoire Donc, ça fait du bien parce que c'était un truc qui était super répandu et qui vraiment tapait sur plein de jeux. Marvel Rivals avait des trucs Cronus. Tout ce qui visait, de toute manière, était infecté par Cronus. Et donc là, on a quand même, ça y est, ça commence à... En plus de Fortnite, etc., ça commence à se répandre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vraiment, c'était un produit... je suis sûr qu'il y a des gosses qui demandaient des Cronus à leurs parents et que ça passait, quoi. Et tu te faisais bousiller le 25 dans l'après-midi. Tous les gamins, ils avaient une visée supérieure à la moyenne. J'en doute pas une seule seconde. 25 décembre, excusez-moi. Mais non, ça fait du bien et je suis plutôt content parce que, le cheat fait partie des fléaux du jeu vidéo dont on ne se débarrassera jamais, j'ai l'impression. C'est un petit moment que t'en parles en plus. De quoi? T'en avais déjà parlé dans ce podcast il y a tard l'époque. Le Cronus? Ouais. Mais quand t'as commencé à te poser des questions dessus, avec un peu de chance, il va claquer avant même que j'ai fini ma petite affaire. Tu parles de faire caca? Oui. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est très Battlefield centré, excusez-moi, mais c'est un jeu qui me... ça tombe bien. On va passer à quoi on a joué cette semaine. Bon, je vais prendre la main tout de suite parce que visiblement, avant de passer sur le gros du sujet, il faut quand même que j'évacue un petit point Final Fantasy Tactics. Désolé, je sais, ça fait 3 podcasts que j'en parle, mais là c'est bon, c'est fini. 1, j'ai terminé le jeu. 2, je l'ai platiné. Bravo. Merci. Mes critiques à apporter là-dessus, pour temporiser ce que j'ai pu dire, ça reste un grand jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tactical qui a été produit dans l'histoire de l'humanité, qui poutre assez allègrement mes expériences récentes de Fire Emblem, notamment, de par la diversité, par la richesse du gameplay, des options de personnalisation de chacune de vos unités, le tout dans des petites maps assez vallonnés qui permettent de se cacher, qui permettent de bien mettre en place des stratégies, etc. Avec un jeu qui parfois est un petit peu rigoureux, parfois peut-être même un peu injuste parce qu'il est un petit peu vieux et que c'était la difficulté de l'époque. Je ne lui en tiens pas rigueur parce que ça se passe totalement et c'est compensé par les options d'accessibilité comme la possibilité de recommencer un match au début au tour 1 ou de retourner sur la map monde, ce qui n'était pas possible à l'époque. J'ai aussi appris par exemple que vous avez des moments spécifiques où vous devez enchaîner plusieurs matchs d'affilée sur une invasion de château par exemple. À l'époque, vous deviez tout faire d'une traite et si vous butiez sur la fin de cette invasion, vous étiez softlock avec impossibilité de retourner sur la map monde. À l'ancienne. Maintenant, tu peux retourner sur la map monde et farmer et passer tout ça comme il faut. Donc, plutôt bonne nouvelle. Bon, je suis pas là pour vous reparler en détail de ce que c'était. Je suis là pour vous parler finalement de cette fin. Le chapitre 4 est clairement un cran en dessous, malheureusement en termes d'intensité. Je trouve que tout le reste de l'histoire, c'est un peu souvent comme ça. On a peut-être du mal un petit peu à conclure tous les arcs narratifs qui avaient été ouverts à droite à gauche, notamment l'un des personnages de Delita que je trouve qui est passé complètement à la trappe. On a la conclusion de ce personnage en off, enfin en post-crédit. Je trouve ça abusé. Ça part tout de suite dans des trucs assez
C'est un peu le même reproche que je pourrais lui faire à Final Fantasy XVI, sauf que Final Fantasy XVI, après coup, il était quand même beaucoup plus simple dans sa manière d'approche. Lui, il reste toujours plus compliqué, plus complexe, plus intéressant que l'histoire de FF16. Il se tient un peu plus à son plot de base d'intrigue politique, donc ça, c'est cool. Mais il part très vite dans des enjeux ésotériques et de sauvetage du monde qui, malheureusement, je trouve, desservent un petit peu le propos du jeu et fait une fin douce amère qui lui correspond très bien, mais que j'aurais aimé voir peut-être un peu plus travailler à la hauteur des chapitres 1, 2, 3. FF Tactics, tu vois le même du cheval qui représente une série et qui se fait de plus en plus mal dessiné. Oui. Ben, là, c'est un cheval qui est parfaitement dessiné sur les 3 quarts. Et le dernier quart, bon, il avait plus trop le temps, tu vois. C'est pas catastrophique, c'est pas dessiné à la main gauche par un enfant de 4 ans. Ça reste toujours bien dessiné, mais c'est moins détaillé qu'avant, tu vois. Donc bon, c'est pas grave. J'ai platiné du coup Final Fantasy Tactics également. C'était pas très fun. Ça a demandé beaucoup de farm. Il a fallu que je monte toutes les classes que je les maîtrise. Avec Ramza, j'ai choisi de le faire avec Ramza, j'aurais pu le faire avec un autre, ça aurait peut-être été un peu moins casse-pied, mais j'ai choisi de le faire avec Ramza, parce que c'était plus rapide, et c'était pas marrant, parce que quand tu finis l'histoire, techniquement, tu as maîtrisé une classe, il y en a 19. Donc il faut faire des combats en boucle pour monter l'expérience de classe, et puis monter tout, sachant que tu as aussi ce petit twist que tu as 2 compétences qui ne s'apprennent que dans des combats. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs. Bon, c'est dommage. C'est dommage comme mécanique de l'intégrer de manière aussi superficielle. T'as Ultima que tu peux apprendre contre un adversaire qui de mémoire ne peut se trouver que 2 fois à la fin du chapitre 3 et sur le combat de boss final où tu peux récupérer Ultima sur un des personnages qui va le lancer, et sur l'invocation Zodiac qui nécessite que vous alliez dans le donjon profond, le Deepest Dungeon, je sais plus comment il s'appelle en français. C'est un donjon où vous avez 8 ou 10 niveaux où vous voyez rien sur la map, il fait noir complet, et il faut que tu tâtonnes un petit peu sur les maps pour savoir où se trouve la sortie, parce que 1, il faut que tu battes tous les monstres, et 2, il faut que tu trouves la sortie pour pouvoir en sortir, sinon tu es obligé de tout recommencer. Donc il faut valider d'abord la sortie et ensuite battre les monstres. Ça, c'était marrant à faire comme truc, mais le fait d'avoir le Zodiac à la fin, pour survivre au Zodiac, il faut trouver une compo qui te permettent de survivre à l'attaque, à l'invocation du gars, pour pouvoir derrière apprendre l'invocation. Ils sont mignons, hein, les invocations ultimes ou les attaques ultimes comme Ultima. C'est vrai qu'il y a toujours cette aura qui est très cool, mais finalement, à quoi bon? C'est Ultima, c'est à la fin du jeu. Je vais jamais le réutiliser. Et le Zodiac, c'est le boss ultime qui te le donne, enfin le true last boss qui te le donne. Quand t'as eu le Zodiac, t'as fini le jeu à 100%. Donc ça sert à rien, tu vas jamais l'utiliser à part pour rigoler sur un combat. Donc un peu dommage, mais globalement ça reste une expérience très sympathique que je ne recommande pas de platiner. Et finalement, comme beaucoup de jeux, hein, le platine c'est débile, mais moi j'aime bien le faire, donc quand même relativement satisfait d'avoir enfin bouclé ça. Je l'ai platiné en 42 heures. D'accord. Pas mal, hein. Voilà, il y a 3 trophées qui sont manquables, 2 qui sont liés à des scènes secrètes et une qui est liée du coup au fameux trophée faire ses classes, puisque si vous terminez le true last boss, que vous le battez, donc le serpentaire et qui vous donne le Zodiac, vous ne pourrez plus le réaffronter, donc faites attention, il faut l'apprendre absolument. Merci les options d'accessibilité pour sauvegarder juste avant. Voilà. Et sinon, la grosse nouveauté, parce que maintenant que j'ai terminé avec ces histoires de Final Fantasy Tactics, c'est donc, et là bon, ça va être un petit peu plus conjoint avec notre très cher Victor, c'est ça, Battlefield 6, dans lequel je me suis lancé moi sur console. Est-ce que tu veux me donner vaguement, vite fait ce que tu en pensais, parce que je crois pas que ça a beaucoup varié de la dernière fois que tu en as parlé toi dans la bêta. Oui, bah écoute, effectivement, vis-à-vis de la bêta, on est quand même assez proche de... Enfin, si tu l'as dit, moi, c'était ce que j'attendais. Et je suis pas déçu. Ouais. Pour le coup,
On est sur quelque chose de totalement similaire. Est-ce que je donne mon avis en global ou juste les premiers contacts donne ton avis dessus. Et puis, premier contact non seulement sur la campagne, parce que toi, t'as fini la campagne. Très content du jeu en lui-même, hein, parce que c'est ce que j'avais eu dans la bêta. Parce que ça arrive que des fois, t'as une bêta et que c'est différent une fois. Non, ça marche très bien. Il n'y a pas eu trop de problèmes de serveur. J'en ai pas eu moi. On a joué un jour après nous la date de sortie parce qu'on moi j'avais des impossibilités de me connecter au lancement, parce que t'as joué au lancement avec la queue de 750 000 personnes. Oui. Tu vois ça, tu fais waouh. Il y a du monde. Oui, parce qu'en plus on parle que de oui. Parce que attends, il y avait on n'a pas parlé des nombres de joueurs PlayStation, on sait pas. On sait jamais total, vraiment. Ouais. Hein. Mais non, super content. Effectivement, j'ai fait la campagne. C'est l'un des premiers trucs que je fais parce que je me suis dit, moi j'adore, faut savoir que j'adore les campagnes des jeux de guerre comme ça. Là, dernièrement, je m'étais fait les Call of Duty sur Steam Family parce qu'il y avait Léandre qui avait une campagne que je voulais beaucoup faire, c'était celle du futur avec le robot là, où il y a Jon Snow en méchant. Ah, je kiffe, faut savoir, je kiffe. J'ai jamais joué au multi de ce jeu, je jouerai sûrement jamais aucun multi de Call of depuis, mais j'aime juste me les faire. Et bon, bah là, c'était sympa. C'était au niveau d'une campagne qu'on pouvait avoir. Moi, c'est pas les trucs les plus marquants. Je sais pas comment le décrire. C'était satisfaisant. C'est des t'es content. Ouais, c'est des piou piou. Et puis c'est cool. Voilà. c'est bébête. Là, la France a quitté l'OTAN. L'Europe. Non, mais là, elle a commencé, puis toute l'Europe a suivi. Là, du coup, il y a une autre faction qui s'appelle la Pax Arma, qui est visiblement soutenue. Alors, ça y est, c'est nous les méchants, on dirait, hein, parce que c'est nous qui on les soutient. Voilà. Comme quoi. Voilà, d'un coup d'un seul, les États-Unis, il faut arrêter. Ils ont dit non, faut qu'on arrête. Parce qu'à la base, ça a commencé parce que l'OTAN et les États-Unis n'ont pas défendu justement des pays de l'Est qui se faisaient attaquer. Et que du coup, tout le monde se tourne vers la Pax Arma pour être protégé. Sauf que visiblement, dès que les Américains perdent leurs copains, ils se disent il faut qu'on les bousille. Vous êtes plus nos copains, on vous bousille. Oui, voilà. Bon, après. Pour leur C'est- défense, c'est c'est le la cas, Pax hein. Arma qui a attaqué en premier. Donc, Ça m'a rappelé Pearl Harbor. et ça fait toute une histoire comme ça. On suit une unité qui va avancer sur divers champs de bataille. On a eu quoi? On a Il y a le Gibraltar, Gibraltar, il y a au ouais, Caire. il y a le Caire, il y a Los Angeles, je crois. C'est New York, je pas sais San plus. Francisco San Francisco, pardon. Ouais, je sais plus, non. Après, moi, il y a un gros pont qui est bousillé, en tout cas. Je suis à peine au chapitre 4, Ouais. moi. Donc, j'ai fini le chapitre 4. Non, mais- Je le recommence en boucle parce que j'essaie de le platiner, donc j'essaie d'avoir les trophées. Et j'ai pas réussi à finir la mission en utilisant que le petit flingue. Donc, il faut que je recommence en boucle cette quête pour le finir que avec le petit Parce flingue. qu'il cherche à le platiner au cas où vous. Bah, évidemment. Voilà. J'imagine que tu tiltes beaucoup. Je tilte beaucoup, ouais. Et non, mais. C'est difficile. Vraiment, c'est dans le niveau piou-piou que j'aime bien. Je suis un peu déçu parce que bon, je trouve qu'on tourne un peu en rond et que ça serait peut-être bien d'arrêter de suivre des commandos tout le temps. L'élite de l'élite et plutôt retourner sur un truc qui un peu critique de la guerre. On suit des gens normaux. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc régressif qui est cool là-dedans, tu sais, c'est un blockbuster, il en fout plein les yeux. Après, moi j'ai une petite Mais oui, mais tendresse, c'est ça toujours fait il longtemps faut que j'en ai désactiver pas le fait. missile. Le missile va par. Tu l'as cette mission. Je suis désolé, je te la spoil, mais tu l'as et tu l'as vu dans tous les jeux de guerre. Bien sûr. Un commando mais- qui doit désactiver un missile parce que ça va péter. Et je suis désolé, mais c'est. Oui, mais c'est un plaisir régressif. Oui, mais c'est Et bien aussi d'être un c'est peu cool critique aussi. envers la guerre. Et de, Non, mais bien sûr, après- là, je suis désolé, mais moi, des commandos qui T'es bousillent tout le monde, obligé- c'est pas critique. C'est juste. T'es obligé de le prendre de manière Ouais. régressive parce que si tu ne le fais pas, évidemment, t'as tout qui te saute à la gueule. Oui, Hein oui, Encore une fois, on veut un setup réaliste, mais dans notre camp de base états-unien, on est quand même suffisamment con pour foutre des barils rouges un petit peu partout qui évidemment vont exploser au moindre contact, ou tous ces discours pro-américains qui sont là. Moi je me souviens, vu que je la recommence en boucle cette mission dans le Caire, où t'as Al-Khatib qui dit mais la Pax Armana elle est là, mais on peut faire les Américains. après, ça va être remplacé par vous, hein. Ah non, nous, on est là pour le récupérer et on s'en va parce qu'on est les gentils. D'accord. Bien, oui, bah si vous voulez. Moi d'ailleurs, je sais comment finir la mission. Je l'ai fini ou fini pas aussi plusieurs fois. C'est juste que il faut que je la fasse avec le petit flingue. Ah oui, bah Et bonne chance. le ouais. trophée veut pas s'activer. Bref, c'est con, mais c'est pas grave. Oui, T'es- non, mais ça fait partie du narratif. T'es obligé et, de mettre de côté les différentes lectures que tu peux en faire de ce mode, sinon t'es baisé. Oui, bon. Mais sinon, la campagne est sympa. Tu vois, genre, sans plus. De toute manière, c'est pas pour ça que j'ai acheté le jeu. Ah, moi aussi.
C'est vrai. Après, en vrai, une campagne à 6 heures, franchement, ça fait du bien. Hein. Ah oui, bah ça fait passer de la pommade sur le prix du jeu quand même. Ouais. Pour le coup, parce que je vous rappelle que Battlefield 2042 n'avait pas de campagne et était dans les mêmes tarots. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, pour la campagne, moi, satisfait. Comme une campagne pipiou. Bah, moi, je trouve que c'est sympa. Après, j'ai pas encore terminé, mais vraiment, ça m'a fait plaisir de revenir sur une expérience qui me semble sortie tout droit de 2010. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, parce que c'est des gens qui n'ont pas évolué en fait dans leur construction. C'est ça. Ligne droite, on bousille des gars, et puis voilà. Des gosses. J'ai parti sur gars, ouais. je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va dire genre, non, des gosses. On bousille des gosses, et voilà. Non, il n'y a pas d'enfants, on ne tue pas d'enfants. C'est toujours problématique comme message qui est laissé systématiquement sur ce genre de jeu. Bah, mais bon, ça reste sympa et c'est cool que ce soit proposé un mode solo dedans, ne serait-ce que pour se faire la main dessus pour la partie principale. Ah, c'est qu'on vieillit, donc forcément on a un esprit de plus en plus critique envers le genre de message que ça t'envoie, quoi. Mais oui. Et le multi alors, qui commence ? Qui fait sauter le... Vas-y, toi, vis-à-vis de tes attentes sur le jeu par rapport à la bêta et maintenant, qu'est-ce que ça donne, quoi ? Déjà, par rapport à la bêta, je me suis rendu compte de la progression est quand même vachement plus lente. J'avais pas vu passer de message à l'époque qui expliquait peut-être qu'on était plus l'XP des armes. Parce qu'on est donc sur un Battlefield, vous avez tous les modes de jeu, conquête, ruée, etc. Il y a d'autres modes, je vous avoue, moi ça me concerne pas. Je suis un vieux de la vieille, c'est en conquête ou en ruée. Et du coup, là, ouais, par rapport à la bêta... bah écoute, à part la progression qui est différente et les nouvelles maps, je suis pas vraiment dépaysé, je suis très content et je m'amuse beaucoup. Les seuls trucs que je pourrais retenir globalement, effectivement, bah, c'est cette XP qui est plus lente et qui du coup peut être vachement embêtante pour certains qui jouent pas forcément énormément parce que bah, c'est des gadgets qui vont améliorer tes armes, qui vont te permettre d'avoir des meilleurs stats, qui vont te permettre du coup d'avoir une genre de domination sur ceux qui jouent en face de toi. Et il y a ce délire de un mec qui joue plus que toi est forcément déjà plus fort que toi, alors s'il a des meilleurs gadgets que toi, il y a 90% de chances qu'il te bousille en permanence et que tu perdes tous tes trades, ce qui est le cas, et ce qui transforme quand même pas mal les débutants un peu en chair à canon pour tryharder. Et ça j'y viendrai peut-être après, peut-être dans les conclusions tout, parce que je trouve que le jeu est peut-être un peu hostile au nouveau, mais ça c'est que mon avis. Pour le coup, par rapport aux maps, parce que j'y viens. À l'époque, EA avait dit oui, on va sortir des maps plus grandes, ne vous inquiétez pas, pour la sortie du jeu, etc. J'en ai noté qu'une particulièrement grande. Toutes les autres sont quand même assez étroites et du coup vachement menaçantes pour quiconque revient d'une retraite de 5-6 ans sur Battlefield ou quiconque a envie de mettre la main sur un FPS là tout de suite. Hein. On appelle ça du mid grinder, tu vois, genre il y a des zones, il y a des maps où c'est impossible de jouer si tu pipes pas trop le jeu, quoi. Tu vas te faire bousiller en permanence et c'est un peu perturbant parce que je m'attendais quand même à avoir au moins minimum quelques 2-3 maps où il y aurait cet espace pour respirer, où il y aurait finalement plus de platitude dans certaines zones plutôt que des combats totalement tout le temps en 4 dimensions parce qu'il y a des bâtiments dans tous les sens. Là, la plupart des maps sont dans des zones urbaines. C'est très bien. Hein, moi, j'aime beaucoup parce que ça apporte la destruction, etc. Mais encore une fois, pour des gens qui arrivent, c'est des agneaux lâchés au milieu de raptors. Tu vois, ils sautent dans tous les sens, c'est caché dans les bâtiments. Les pauvres peuvent pas faire grand-chose. Et en vrai, même quand tu sais jouer, c'est assez compliqué. Hein. Voilà, c'est un peu les mais t'aimes bien sinon. Ah non, mais sinon moi personnellement je me régale. Hein. Je retrouve les sensations de Battlefield 3, Battlefield 4. Alors peut-être que c'est la nostalgie qui parle parce que on a quand même eu un grand trou avec les Battlefield 1 et etc. qui étaient pas du tout à la même époque et après 2042. Mais moi pour le moment je m'amuse beaucoup et je kiffe le jeu. Voilà. Ok. J'en reparlerai un peu plus tard parce que là pour le coup je suis qu'au début et niveau progression j'ai pas encore eu le temps de creuser parce qu'il y a plein de quêtes pour les armes, les débloquer, etc. Et elles sont très longues pour certaines. Je sais que par exemple pour débloquer un sniper qui était à l'époque de BS3, je crois que c'était le meilleur sniper que tu pouvais avoir parce qu'il envoie des balles comme ça, tu vois. Il faut faire je crois 250 headshots à 200 mètres. Ce qui est énorme, tu vois, genre, et les gens râlent dessus parce qu'ils se disent ouais non mais c'est trop. Et j'ai pas souvenir que c'était si embêtant que ça en 2012, genre c'était oui bon on va farmer et non aujourd'hui bon il y a des gens qui ils font tout pour trouver des magouilles. On se pose des questions sur l'équilibrage du jeu aussi, et c'est vrai que
Bon, est-ce que vraiment ceux qui jouent le plus ont besoin d'avoir le plus d'armes pour lutter contre ceux qui jouent le moins? Ça a toujours été une expérience un peu injuste, etc. Mais c'est vrai que je trouve les débutants vachement moins équipés pour pouvoir s'en sortir. Alors tu me diras, oui, il suffit de monter dans un véhicule. Et c'est vrai, un bon tank écrase toujours un mec qui se pense exceptionnel avec une M4. Ouais. Mais toutes les maps n'ont pas de véhicule. À part Firestorm qui a vraiment beaucoup de véhicules et qui d'ailleurs est une map de Battlefield 3 qui a été un peu retravaillée, donc on revient pas loin. La plupart des maps n'ont pas énormément de véhicules et c'est souvent soit la guerre pour y aller, soit personne ne les prend. Mais vu que personne ne les prend, quand tu t'arrives avec ton tank, t'es un peu la piñata, hein, donc c'est un peu tout ou rien. Et c'est vrai que je trouve ça compliqué par rapport à l'expérience, en tout cas de mon souvenir qu'il y a eu dans Battlefield 3 où les véhicules étaient rois et qu'il y en avait partout et que globalement, les grands joueurs pouvaient les tuer, s'ils prenaient ingénieur, lance-roquette et qu'ils y arrivaient, mais que les petits joueurs pouvaient quand même s'épanouir au milieu de tout ça. Et là, j'ai quand même cette petite sensation que c'est compliqué. Hein, et je le vois à travers toi, surtout. Voilà, parce qu'on n'en parle pas, vous vous dites, mais pourquoi il insiste là-dessus, tu vois? Et je le vois beaucoup à travers toi parce que partout où tu m'accompagnes, tu te fais bousiller. Et quand je dis bousiller, c'est bousiller. Hein, alors, il y a plusieurs explications, je pense à ça. Déjà, comment dire, je joue à la manette forcément avec la PS5. Alors elle est compatible clavier-souris, j'ai essayé d'installer le setup, etc. Mais je suis pas forcément très à l'aise non plus. Moi je suis plutôt confortable avec la manette, c'est pour ça que je joue sur console d'ailleurs et pas sur PC de manière générale. En face, c'est comme je suis avec Victor et qu'il y a du crossplay, eh bien je joue face à des mecs qui jouent clavier souris depuis qui ont été biberonnés à ça, quoi. Après il y a beaucoup de mélange avec les joueurs console quand t'es là. J'ai fait quelques comparaisons, tu sais, quand je tag avec toi. Ouais. Il y a quand même, je vais pas dire un tiers de l'équipe, voire la moitié de l'équipe qui est joueur console. Et quand je tag tout seul, même en cross-platform, je suis que avec des joueurs PC généralement. Ouais, oui, alors il y en a beaucoup, oui et non si on veut, il y en a quelques-uns. Oui. Mais il y en a pas tant que ça des joueurs console. Je regarde souvent si on est nombreux ou pas. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Et surtout, tu vois très clairement dans le classement, t'as en haut les joueurs PC et dans le bas du classement t'as les joueurs du console, hein. Je veux dire, non seulement t'es débutant mais t'es aussi joueur console, de base t'es la chair à canon parfaite pour les joueurs PC et c'est normal. Oui. C'est normal. Tu peux pas lutter contre un mec qui est collé à son écran en 144 FPS dans un jeu où dans un jeu où très peu visible pour quand t'es assez loin quand même. Si moi je suis devant ma télé, c'est pas le même style de jeu, donc heureusement qu'il y a de l'auto-aim pour aider, enfin du aim assist pour aider à viser, parce que même avec ça, ça reste pas fair, on va dire, entre deux types de joueurs. Donc moi je réessayerai dans mon coin pour voir si l'expérience elle est la même de jouer tout seul sans crossplay, juste avec des joueurs PlayStation, et puis je vous ferai mon petit retour à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour le moment je peux pas dire que je m'amuse des masses, parce que c'est moi qui arrive, qui ressuscite, qui court 5 minutes, qui prend 5 minutes, c'est énorme. 5 minutes, c'est énorme, tu tiens pas 5 minutes. Qui court 20 secondes, qui me fait prendre une balle et qui retourne sur la map et attend de pouvoir ressusciter. J'ai entendu Satinette se plaindre de son ratio détestable de morts, de kills et de morts. Enfin, elle verrait les miens sur à coup de 3 kills, 24 morts. Ouais, et tu m'en prendrais peur. Hein. Mais c'est parce que je me fais pourrir de ouf. Donc il faut que je vois si... En fait, on a une petite théorie. Parce que tu m'avais dit que normalement on joue contre des joueurs d'à peu près notre niveau. Oui, alors c'est ça. Alors, excuse-moi, j'ai le terme parce que c'est un terme qui revient beaucoup. Ouais. Le nom, c'est le SBMM. Oui, on en avait parlé sur Call of Duty sur un short. Exactement. Et alors, visiblement, c'est quand même un truc qui est génial. Il y a beaucoup de gens qui en plaignent, mais les seuls gens qui râlent, c'est les gens qui veulent justement buter des noobs. Tu vois. Là, la question qui se pose, c'est que nous, je ne comprends pas. J'en ai pas parlé dans le podcast. Je crois que j'en parlais en off tout à l'heure. C'est que quand je joue avec toi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir une résistance extrême en face. Genre, j'ai des scores assez modestes. Je fais un ratio de 1 à peu près. Ouais, j'ai un ratio de 1. Et dès que je joue tout seul, je commence à avoir des ratios de 30, tu vois, genre sans monter dans un véhicule, hein, mais donc je me pose cette question parce que à la base, je me dis, j'espère que c'est pas moi qui lui pourris son SBMM.
mais je joue pas depuis si longtemps que ça. Il y a aucune raison que tu vois mon truc soit super élevé. Et le problème, c'est que cette théorie ne marche pas, étant donné que c'est quand je tag avec toi que je vis l'enfer. Donc, la question se pose, tu vois, et même quand je tag avec d'autres, parce qu'on joue sur le Discord de Calamar, Patreon, tout ça, on va pas vous refaire le truc, mais... La théorie, du coup, c'est qu'on aurait un matchmaking qui soit adapté au fait qu'on soit en équipe, et que du coup, on va tenter de nous foutre contre d'autres personnes qui sont en matchmaking, mais qui du coup sont vraiment pointus sur la recherche. En fait, la question, c'est ça. Quand le SBMM est pris en avant et quand le squad. Si c'est le SBMM qui passe d'abord et après le squad, ça peut le faire. Si c'est d'abord la squad et après, non, c'est l'inverse. Je pense que c'est la squad qui est d'abord pris en compte. Et là, du coup, ça pose problème. Parce que là, par exemple, je joue avec eux. Moi, j'étais le niveau le plus élevé, tu vois, niveau 20 et quelques. Et je suis tombé contre des gars qui étaient niveau 50. Il y avait presque que des niveaux 50-40 en face. Des mecs qui avaient déjà des médailles d'or d'hélicoptères de combat. Le ciel, c'était impossible de les sortir, tu vois. Moi, je pouvais même pas décoller, alors que je m'en sors très bien. Hein. Mais ils venaient voler nos véhicules. J'avais pas vu ça depuis Battlefield 3, les mecs ils se jetaient dans nos spawns, ils volaient nos avions de chasse. Je jouais avec le Discord, la plupart ils débutent, et je leur dis tirez leur dessus, tirez leur dessus. C'était comme des lycéens qui faisaient une descente sur une maternelle. Oui, j'essaie de leur apprendre à faire utiliser les iglas, mais les mecs ils étaient dans notre spawn limite. Donc, et je ne comprends pas comment marche le SBMM et surtout comment il est cumulé à cette histoire de squad. Parce que ça m'a l'air compliqué cette histoire. Je pense qu'on se fait pourrir parce qu'on est en squad et que ça doit flinguer un petit peu la recherche de parties et la recherche de joueurs en face. Ils doivent se dire ils jouent en équipe, ils ont donc un avantage non négligeable par rapport aux autres, sans forcément prendre en compte déjà qu'on est tag crossplay. Ouais. Parce que je sais que le délire c'est souvent ils regardent le ping, après le niveau, après ton groupe et après le SBMM en dernier normalement, tu vois. Là, je sais pas comment c'est placé, il faudrait qu'ils en parlent un peu, parce que c'est vrai que... Après, vous pourriez dire skill issues, et vous avez totalement raison, je suis pas le meilleur joueur de Battlefield de FPS du monde, ça je l'entends. Ça marche si t'étais tout seul à dire ça, mais moi je suis là, et je m'en sors. Et je vous jure que quand je tag avec lui, alors que je m'en sors très bien, vraiment... j'ai toujours ce petit niveau, tu vois, je flex un peu, tu vois, je me le permets. Mais quand on est tagué, c'est infernal. C'est des games qui sont super... Alors, c'est bien. Moi, je me plains pas. Ça me challenge, tu vois. Mais lui, ça le challenge pas. Mais t'inquiète pas, je l'entends le pire, c'est que je peux même pas m'en servir comme bouclier, tu vois. Genre, y a les balles perforantes, ça passe à travers. C'est pour ma gueule sur la fin, tu vois. Donc, non, c'est bizarre. Et c'est pour ça que je trouve ça super hostile pour les débutants. Parce que Battlefield, c'est un jeu... tu joues avec tes potes. Et alors, si t'as réussi à convaincre tes potes de commencer Battlefield et tu débutes avec eux, vous allez vous faire bousiller. C'est pas le seul truc, parce que là on parle quand t'es en partie, mais alors un truc qu'on n'a pas abordé, mais que je trouve ça ouf, c'est la surcharge des menus qui est horrible. C'est confus, il y a des items de partout, des clics, des machins à faire de partout, c'est innavigable. Quand tu utilises la souris sur le jeu, sur la console, il y a un lag de malade avec la souris pour pouvoir déplacer la souris. Tu sais jamais exactement où aller chercher les sous-sections de campagne, mode online, profil, etc. Elles sont en tout petit à gauche. Tout ce qui est profil, c'est en haut, machin, et le menu, en gros, en haut, légèrement sur la droite. Il y a des images partout, ça pète, il y a peu de contraste entre les icônes du menu et les images de décor. Pour moi, il y a un gros raté sur le menuing du Battlefield 6. Le menu est très compliqué parce que tu t'y perds. Même quand tu connais, moi ça y est, tu vois, je crois que j'ai 30 heures de jeu déjà quand même. Je m'y perds encore. Alors que je sais ce que je cherche, je sais dans quelle catégorie c'est, mais tu sais, quand t'as tellement de trucs dans tous les sens, t'as vite fait de cliquer 2 fois de suite sur le mauvais truc, tu fais je suis où là, tu vois, et c'est vrai que c'est. Et en jeu, écrasant. À côté de ça, je suis incapable de me repérer correctement. Je ne sais pas où se situent les ennemis, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a aussi, encore une fois, un manque de contraste évident sur les items. Sur les objectifs à accomplir. C'est modifiable dans les accessibilités, j'ai vu ça ce matin, je peux rendre ça plus rouge ou plus bleu, et je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais pas osé te le proposer parce que je savais pas si c'était ça qui t'embêtait. En fait, j'ai du mal à voir ce qui t'embête dans le. En vrai, je vois rien, et je suis embêté parce que
les gens me diront, ah bah c'est comme ça la guerre, c'est le réalisme. Oui, c'est pas pour rien qu'on porte du camouflage, monsieur. Je veux bien, mais dans ce cas-là, si c'est vraiment du réalisme qui vous intéresse, allez jouer à Arma. Ah oui, très bon jeu. Là, Battlefield, excusez-moi, mais la conduite des hélicoptères et la conduite des avions est quand même largement simplifiée par rapport à ce que ça nécessiterait normalement. Et tu peux pas me tenir le discours du réalisme dans un jeu qui fait s'effondrer des bâtiments au moindre coup et qui a encore des putains de red barrels en plein milieu des terrains pour les faire exploser. Ça n'existe pas. Dans la vraie vie, les barils rouges, ça n'existe pas. Il faut pas les prendre au sérieux, ces gens qui parlent de réalisme. Donc, si le jeu n'a pas de vocation à être 100% réaliste, il n'y a pas de raison qu'il se soustrait aux règles de base du jeu vidéo, qui sont que les éléments importants, tu les rends visibles. Et moi, je suis perdu. Je trouve qu'à l'écran, c'est terriblement confus sur certains points. Je n'arrive pas à repérer qui sont les adversaires facilement et qui sont mes alliés facilement. C'est pas normal que des fois, une fois sur deux, je me plante et j'essaye de tirer sur un de mes potes. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de... heureusement qu'on n'est pas en hardcore, parce que le mode hardcore existe, et crois-moi que là, tu te ferais des ennemis. Hein. Mais je suis d'accord, et en vrai, je pense qu'il faut se mettre à la place des gens qui jouent encore une fois sur le canapé. Plus d'1 mètre, voire 2. Alors tu dis, mais il suffit de jouer déplacer, d'aller dans ton bureau. Oui, bah d'accord. Bah, excuse-moi, je vais refaire tout mon setup. Peut-être que là, ça ne sortait pas Battlefield sur PS5, du coup. Attention, tout le monde n'a pas de bureau. Et je mettrais aussi qu'il y a une question de apprendre, tu vois, à reconnaître les trucs. Mais là, c'est pas qu'une question de reconnaître. Il y a vraiment quelque chose qui est difficile à... Il y a une charge mentale, une surcharge visuelle qui est assez vénère. Tu te fatigues à essayer de comprendre sur quoi tu vas tirer, et c'est vrai que des fois ça m'est déjà arrivé de me dire c'est un ennemi ou un sac en papier ça là-bas, tu vois, ou une plante ou un... Et peut-être parce que je suis plus vieux, mais j'avais pas souvenir d'avoir ce problème dans BF3. Je jouais mire laser point rouge. Là, j'ai essayé. Je vous avoue que, alors c'est peut-être parce que le jeu vidéo est vachement plus détaillé, que voilà, on a bien évolué, etc. Mais que je suis passé en 2.5 à 30 joueurs, parce que un petit truc un peu plus visible, parce que j'ai besoin de zoomer maintenant. Ouais. Alors peut-être je suis vieux. Dites-le moi en commentaire. Mais ouais, il y a un petit côté quand même peu visible, et je comprends totalement que toi ça t'embête, parce que déjà tu dois apprendre le jeu. Ensuite, tu dois apprendre à reconnaître par où passer, la map, comment t'en sortir. Mais en plus, tu dois survivre au milieu de tout ce bazar, sans rien voir finalement. Ouais. Et donc, c'est compliqué en fait d'apprendre quand t'es mort toutes les 2 secondes. Et il va pas apprendre en ligne ou contre des bots, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai que ça manque de ça. Là où dans les précédents Battlefield, genre, quand tu parles de Battlefield 3, je suis désolé, hein, mais il y avait quand même beaucoup de zones tampons sur certaines maps où les débutants pouvaient s'épanouir de plusieurs manières. Je pense aux mortiers, je pense à plein de trucs qui leur permettaient de temporiser le temps que les joueurs qui savent enfoncent les zones compliquées, tu vois. Et là, non, ça court dans tous les sens, sur des immeubles de partout. Il y a des gars qui... parce qu'en plus, il y a des trucs d'échelle qui arrivent à se faufiler, etc. Bref, c'est infernal, et tu te fais allumer dans tous les sens. Et je parle même pas des maps où il y a des inégalités en termes de véhicules sur certains trucs. Va l'expliquer ça à un débutant. Pourquoi l'équipe en face, elle a un hélico de combat et pas toi. Tu vois, et comment tu vas faire pour t'en sortir, parce que pour fuir un hélico de combat, quand tu comprends pas comment ça marche, parce qu'on te donne rarement l'occasion d'en faire, tu vois. Et bon, pour ça, il y a des serveurs pour s'entraîner. Des serveurs, tu sais, les serveurs pas privés, mais les trucs créatifs un peu là. Mais c'est chiant, c'est dommage, parce que ça retire la spontanéité de l'apprentissage. Et moi je comprends que ça fait chier de se faire fumer toutes les 2 secondes en vrai. Bah bien sûr, si tu peux pas jouer surtout sans comprendre, parce que quand tu comprends pourquoi tu te fais fumer, tu vois, en mode bah ils sont plus forts, je sais même pas où ils sont, on se fait dominer, voilà, et tout. Oui, voilà. Tu l'acceptes, mais là effectivement t'as pas le temps de comprendre où t'es, que t'es déjà mort, et c'est un peu dommage. Et surtout j'arrive pas à trouver, vraiment c'est un problème je trouve, j'arrive pas à trouver les indices visuels sur lesquels me raccrocher pour progresser. C'est surtout ça. Oui, mais je pense que tu vas y arriver, parce qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts que Marvel Rivals, contrairement à ce que dit le site, qui n'a pas du tout pris en compte finalement l'élément le plus compliqué, que c'est la guerre, et que c'est compliqué la guerre, contrairement à Marvel Rivals où c'est du 6v6 et que tu peux le gérer. Là, il y a quand même beaucoup de... Je suis désolé, hein, mais alors tu es 10 mecs dans une partie avec un couteau. C'est chaud. Il faut que tu connaisses bien le jeu pour le faire. Hein. Non, c'est moi qui ai tapé sur la table, je suis désolé. Après, bon, pour la petite histoire, les trophées sont réalisables
contre des bots, donc bon. Oui, mais c'est pas fun. Si jamais. Non, mais ça, c'est si t'abandonnes et que t'en fais pas une vidéo, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que t'en feras pas une vidéo si tu dis, bah, j'ai joué contre des bots, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, je pense que c'est un bon truc pour te challenger, etc. Mais bon, effectivement, ça va être. Il y a challenge et challenge. Encore une fois, Ouais, moi, c'est si j'ai ça. du mal à trouver les points de progression, c'est vrai que ça va être compliqué. J'en suis à un point où je suis parfait débutant. Ouais. Et normalement, quand t'es parfait débutant, tu es censé sentir la plus grosse courbe de progression. Oui. Là, frame 1, je ne vois pas du tout les pistes d'amélioration. Moi, j'accuse la génération TikTok aussi. Voilà. Un peu. Bah oui, je suis désolé, mais alors, j'en peux plus de voir les tutos. Bon, j'en envoie un peu à Florian pour essayer de le mettre le pied à l'étrier. Mais alors, les meilleurs compos d'armes, les gars. Le laser beam, voilà. Hein, avec ça, vous êtes immortel. Foncez, faites que ça, tout le temps. Alors forcément, tout le monde fait la même méta. Ouais. C'est un les gars, pour débloquer des armes, on va jouer en mode solo là, enfin tu sais, contre des bots justement. Et on rusherait pas le niveau maximum de l'arme pour avoir tout et pas du tout progresser avec les autres. Et t'as beaucoup de gens qui font ça et ça se voit qu'ils ont des niveaux soit très élevés par rapport au nombre de jeux que le temps que c'est sorti ou des armes qui demanderaient beaucoup de challenge pour les avoir. Je suis désolé, mais la plupart des mecs qui ont des snipers, ils ont pas eu en 2 jours faire les 250 headshots. Non, ils sont allés faire ça sur des serveurs privés où ils ont tiré sur des bots. Et je trouve ça dommage parce que c'est le mélange entre notre génération actuelle de trucs et de l'entertainment. Après, j'imagine que c'est ça le coup d'être un jeu le plus joué du moment. Bah oui, non, mais qui a vraiment c'est ça, réussi. mais c'est dommage que ça casse encore une fois on apprend tous ensemble, là c'est le début du jeu. Alors forcément il y a ceux qui connaissent, ils vont bien s'en sortir, mais voir des débutants rusher les best compos, etc. Le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Florian il a envie de rusher la best compo peut-être aussi parce qu'il en a marre de se faire bousiller et c'est fou. Je sors d'un jeu où j'ai dû grind comme un bâtard. Je t'avoue que j'ai pas forcément envie de grind à nouveau comme un bâtard. Tu mets un canon. Peut-être que maintenant il faut attendre genre 3-4 semaines avant que tous ceux qui sont là qui se désintéressent un petit peu du jeu et... Non mais déjà moi j'ai testé en alors console. tu veux une blague à ce niveau-là, hier j'ai tilt. D'accord ? Oui, j'ai vu hein. J'ai complètement tilt. J'ai tilt et je déco, je vais sur YouTube pour me détendre et je tombe sur une vidéo de Bandit sur comment ne pas tilter qui venait de sortir. J'ai fait bon. Ne pas tilter où ? Sur Magic ou Sur Magic, mais c'est dans tous les jeux. Il a fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on tilte. C'est hyper intéressant. Je peux vous la résumer vite fait. En gros, c'est tout à fait naturel de tilt. Vous n'avez pas une faiblesse de caractère. Si vous tiltez régulièrement, c'est dans le cerveau. C'est normal, c'est lié à la peur. Et en gros, si vous tiltez, c'est que vous êtes une personne normalement constituée qui entraîne son corps à réagir en cas de situation de stress. Le tilt, c'est parce qu'on stresse. Et que on stresse tellement qu'on perd toute capacité réflexive de raison pour paniquer et agir à l'instinct. C'est que finalement, tu te fais submerger par le stress. Face à un jeu et face à la perte de contrôle que ce jeu apporte, tu vas tilter parce que l'ensemble des décisions que tu vas prendre sont catastrophiques à ce moment-là. Donc plus rien ne va. Ouais. C'est que le cerveau, en fait, il est très rationnel, quoi. Oui, bon, il faut que... Je pense que déjà, joue avec les joueurs console, vois ce que tu peux faire. Et ça se fera. C'est juste que là, c'est compliqué. J'aimerais quand même avoir des belles infos sur ce délire de pourquoi c'est vachement plus compliqué. Oui, en vrai, je suis preneur d'informations sur le fonctionnement. S'il y a des gens qui savent si ça a été dit, parce que moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, je remarque que beaucoup de gens adorent mettre des mots sur le SBMM. Moi, je trouve ça super bien. Parce que, encore une fois, assassiner des débutants, ça fait pas partie du challenge de la plupart des gros joueurs. Surtout sur des jeux comme ça qui commencent à avoir un certain bagage où il y a des gens qui jouent qu'à ça depuis 20 ans. C'est ça. Effectivement, peut y avoir un obstacle à un nouveau joueur d'arriver. Ouais. Donc, si vous avez des infos, on verra. Si on en trouve, on vous tiendra au courant. Mais je me sens comme Elena qui sait pas accélérer et sauter en même temps dans Mario. S'il en reste que je continue, Battlefield 6 est une belle surprise. Et tu vois, je tilte même pas. Qui est un bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Toi, forcément, t'as des problèmes. Je peux comprendre que tu n'aimes pas ce qui se passe actuellement. Mais en tant que joueur Battlefield 3, 4, Hardline et tout, vraiment,
plaisir et je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. Juste effectivement, le grind est là et ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'on a quand même perdu ce délire de vouloir grind des trucs et... je serai plus lent, mais on verra. Oui. Mais moi, je pense que ça peut être un joli challenge de Platinium sur la chaîne. Super Iconoclast. On recommence la pub, allez voir. Parce que on n'a pas fini d'en parler. Oui, voilà. Excusez-nous, on s'est peut-être un peu emporté, surtout qu'il y a encore Elena à présenter son jeu. Battlefield 6. Non. Bon, allez, on range les armes, on se calme, on se détend, on se pose et on va parler d'un jeu mignon. Voilà, pour une fois. Non, c'est un jeu qui s'appelle Minami Lane. C'est un jeu indépendant, jeu qui est édité par Wholesome Games. Donc, pour une fois, je suis tombée dans des trucs un petit peu wholesome. T'as changé. Ah bah écoute, c'était un petit... Bon, je savais pas que c'était wholesome quand j'ai lancé le jeu. Non mais vous connaissez un petit peu, je pense, mon avis... Enfin, mon amour, mon désamour pour les jeux tous classés wholesome comme ça. Il y a eu une invasion de wholesome à un moment et t'as fait une overdose. Exactement. Mais là, c'était un jeu assez sympa. C'est un jeu très court. Ça peut se faire en 3-4 heures. Et c'est un jeu, attention, de gestion. Est-ce que c'est surprenant venant de ma part? Non, ça va. Je commence à être habitué. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu qui a pas mal d'inspiration japonaise. Donc il y a un petit style japonais et votre objectif c'est d'essayer de développer une rue. Donc une seule rue. Vous avez pour ça quelques types de bâtiments. Donc vous avez déjà des bâtiments résidentiels. Donc vous avez 2 types de bâtiments. Et vous avez des magasins, des shops et des bâtiments qui apportent de la beauté. Donc vous avez littéralement 4 ou 5 missions à accomplir. Chacune de ces missions-là vous apprennent des nouvelles choses, comment gérer votre rue, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et les objectifs, c'est toujours, par exemple, avoir tant d'habitants ou construire telle boutique ou atteindre tel niveau de beauté, ce genre de choses. Et pour ça, vous avez plusieurs choses à faire. Donc, tous les jours, vous pouvez, parce que ça dure toujours sur quelques journées, donc chaque mission, vous avez la possibilité de construire un bâtiment, qui peut être par exemple une maison, pour les différents types d'habitants, parce qu'il y a plusieurs types d'habitants. Sur la plus grosse partie du jeu, vous avez les jeunes et les vieux, qui ont des différentes préférences dans les magasins. Donc il faut pouvoir proposer une offre commerciale qui correspond à tel ou tel type d'habitants. Et donc, vous avez les bâtiments résidentiels, vous faites vos bâtiments, donc ça fait venir des habitants, ça fait baisser votre note de beauté de la rue, et du coup, ça vous rajoute le besoin, par exemple, de construire un parc ensuite, ou de upgrade le bâtiment ou un des bâtiments déjà présents, et de rajouter des points de beauté, par exemple. Ce qui est sympa avec ce jeu-là, c'est justement le côté gestion, il est facile. J'en ai déjà un petit peu parlé à Florian, mais moi ça me fait penser à l'époque de... la glorieuse époque des jeux sur Facebook. C'est-à-dire que c'est un jeu facile à jouer, c'est un jeu qui ne demande pas énormément d'investissement, ce n'est pas non plus un jeu qui est compliqué, donc tout s'apprend facilement et tu peux arriver à faire le jeu jusqu'au bout en étant complètement très très chill. Et c'est un jeu qui te fait passer du temps, finalement. Donc c'est assez sympa et les mécaniques sont très simples. Donc là, dans le jeu, on construit une boutique, toute de l'inspiration japonaise. Donc vous avez des combini, vous avez des bubble tea, vous avez des ramen, vous avez aussi des onsen, et il y a aussi des fleuristes et des karaokés. Chaque boutique propose un produit à vendre. Par exemple, le ramen, c'est des ramen. Les fleuristes, c'est des bouquets de fleurs. Les bubble tea, c'est une boisson bubble tea. Et vous avez juste les librairies et les karaokés qui peuvent proposer 3 titres à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est de trouver une bonne recette, par exemple pour le ramen, ou une bonne composition du bouquet de fleurs qui plaît aux jeunes ou qui plaît aux anciens. Chaque jour,
vos habitants vont vous laisser des avis, grosso modo. Ils vont vous dire « Ah non, mais moi, je préfère avoir plus de crevettes dans mon ramen. » Les autres vont te dire qu'il est trop cher. Et ensuite, t'as quelqu'un qui va te dire « Oui, mais alors là, dans le bouquet de fleurs, il n'y a pas assez de tulipes ou trop de roses. » Quelque chose comme ça. Donc, chaque jour, il faut que tu adaptes l'offre de la boutique à la demande des clients jusqu'à arriver à combler parfaitement le désir de tel type des habitants, donc des jeunes ou des anciens. C'est toi qui vois qui tu veux satisfaire en fait et qui tu veux attirer dans la boutique. Donc ça, tu le fais globalement en fonction du nombre de tes habitants. Si t'as que des vieux, bah évidemment tu vas pas, et à peine 2-3 jeunes par exemple, tu vas pas faire une boutique entière pour correspondre que aux jeunes, parce qu'en fait, bah, tu gagnes pas d'argent dessus. Tous les jours à la fin de la journée, tu gagnes des sous, tu peux construire encore, et ça jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif qui, bah, voilà, par exemple, avoir 70% de jeunes dans la rue, ou construire une boutique qui correspond parfaitement au goût de telle ou telle population. Voilà, à la fin, vous avez aussi des yokai qui débarquent dans votre ville. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez appris comment gérer la ville, bah, le village, la rue, finalement, avec les vieux, comment gérer ça avec des jeunes, et ben maintenant, vu que c'est inspiration japonaise, hop, on amène des yokai. Des yokai en plein milieu. Les yokai, il faut leur construire des arbres pour qu'ils puissent vivre dedans, et puis voilà, c'est l'objectif ultime, c'est de rendre la rue tellement belle et tellement satisfaisante, donc il faut que tout le monde soit heureux pour que les yokai puissent venir vivre aussi, et le jeu se termine grosso modo par ça. Donc c'est la dernière mission qui te demande de appliquer tout ce que tu as appris sur les précédents niveaux et de rendre tout le monde super heureux. Voilà. Et puis, bah, évidemment, il y a des petits trucs supplémentaires pour vous faire quand même sentir le jeu passer, d'avoir la sensation de participer un petit peu plus, parce que finalement, quand tu as construit ta rue, que tu as satisfait les demandes, mais que tu n'as pas encore fini l'objectif qui te donnait, bah en fait, tu passes juste ton temps à regarder les gens aller d'une boutique à l'autre et tu attends. Donc, pour ne pas t'ennuyer, tu as, on va dire, des mini-jeux qui vont avec. Bon, ces mini-jeux, c'est grand mot. C'est pour ça que ça m'a fait penser aux jeux de Facebook. C'est que des fois, tu as des déchets qui apparaissent sur la rue, il faut que tu les ramasses. Des fois, il y a des chats qui arrivent dans la rue parce qu'elle est trop belle. Et les chats, visiblement, c'est très japonais, mais du coup, visiblement, la rue est belle, il y a plus de chats qui viennent. Donc c'est le bonheur, donc il faut que tu caresses les chats, ça te permet de gagner aussi des sous. Il y a aussi, la réussite de la rue qui est basée sur la population de chats, de visites de chats, quoi. Puis t'as des cyclistes qui passent aussi, qui traversent la rue. Pareil, il faut cliquer dessus. Je suis allé en Tunisie, je peux t'assurer que les chats dans la rue, c'était des nuisibles et ils les chassaient. Hein. Mais je sais. Il y en avait plein. Le truc, c'est ça. C'est grosso modo, il faut juste cliquer sur des choses différentes qui apparaissent dans ta rue. Ça te permet de gagner des sous et puis surtout, ça te demande d'être quand même concentré sur ton jeu. Voilà. Donc là, grosso modo, je vous ai expliqué toutes les mécaniques du jeu qui existent dans son jeu. Ah non, j'ai oublié. Tu peux aussi construire un bâtiment de gestion de service et tu peux te faciliter la vie. Par exemple, tu payes des sous et tous les déchets sont ramassés automatiquement. C'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Tu payes des sous et il y a un tanuki qui va d'une boutique à l'autre et qui fait comme, genre, qui travaille comme en avis Google. Il ramasse, il recueille tous les avis des gens et il les sauvegarde automatiquement. Pareil, t'as pas besoin de te prendre la tête. C'est les ordures, je comprends pas. Parce que les tanuki, ça ne demande pas d'être payé. Ouais, c'est ça, mais attends, mais Et c'est un tanuki ? Tu fais travailler les tanuki à la place d'humains. Écoute, c'est. Et le taux de chômage de la rue, tu y as pensé ? Mais ici, personne ne travaille. Ah, d'accord. Ils ont tous des sous. Et ils vont tous les dépenser dans les boutiques. Tu joues encore à un jeu communiste. Aïe, 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 aïe. Elena. Écoute, j'aimerais bien savoir comment ils travaillent, mais c'est pas prévu. C'est intéressant dans parce que tu sais, si tu veux casser le jeu, tu fais mais qu'est-ce que vous foutez de vos journées en fait ? Bah, ils vont d'une Pourquoi il y a boutique que moi à l'autre qui et bosse ? ils dépensent C'est des genre, moi je fais la rue et puis mais vous faites quoi vous ? Je pense que c'est ça le problème initial du jeu, c'est que je m'occupe de la rue et vous faites quoi ? C'est ma rue, je la fais, mais c'est parce qu'en fait le début du jeu c'est grosso modo il y a le fameux tanuki là qui apparaît et qui fait bon bah on a besoin de ton aide. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il travaille juste jamais. Ouais. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais donc vous avez ces 4-5 missions à accomplir, c'est pas compliqué, moi je les ai fait en 3 heures.
en 4 heures si vraiment tu prends ton temps, si d'un coup t'as pas compris quelque chose et que tu dois recommencer. Mais le jeu, il est facile à comprendre, donc c'est pas compliqué. Vous avez aussi le mode bac à sable. Donc, bac à sable, vous pouvez construire comme vous voulez. Vous avez 2 options évidemment dans le bac à sable. Option avec gestion dessous et option artistique où il n'y a pas de problème. Tu fais juste comme tu veux et tu te détends. Donc pourquoi pas. L'intérêt de ce bac à sable, pour moi, toujours, question qui se pose, bon, c'est juste si tu veux pas refaire toutes les missions, tu fais tranquillement ton bac à sable, tu construis ta rue. C'est vraiment, même si c'est pour gérer les finances de ta rue, c'est quand même pour être tranquille. Parce que, à mon avis, la dernière mission que tu fais, c'est presque en bac à sable, parce qu'on te dit littéralement, fais tout ce que tu veux, mais à la fin, tu dois arriver à 100% de satisfaction de tes habitants pour pouvoir faire venir des yokai dans ta rue. Ok. Donc, voilà. C'est un jeu qui est très mignon, qui est agréable à faire. Ça te permet de te détendre, donc c'est un jeu où tu vas tranquille, t'es fatigué un petit peu, tu te poses le soir, tu te détends. La personne travaille, forcément, t'es détendu. Ah bah oui, ok. Voilà, donc un jeu mignon à faire, rapide à faire et facile à prendre en main. Si d'un coup ça intéresse quelqu'un. Bah moi ça m'intéresse. Ben voilà. Moi, je pense que ça se platine très facilement. Qu'est-ce que vous faites sur PS5 Techniquement, il est un petit peu partout. Il est dans la Steam Family? Non. Elle a toujours son compte tu as abandonné le Steam Family. Ah mais j'ai le Game Pass aussi. Il est sur Game Pass. Toujours pas annulé. Tant que ça sera l'ancien prix, je resterai. Le jeu est sur Game Pass et sinon il était aussi sur Steam et je crois pas qu'il coûte cher. C'est un jeu, il doit être à 10 € max. Il est à 5 € sur PS5. 5 €, bah ça doit être par là même sur Steam. Alors, pour vous donner quelques précisions, si j'ai bien compris, c'est un jeu français qui est fait par littéralement 2 personnes. Oh, trop cool. Et c'est un jeu développé en 6 mois et bah, il fonctionne très bien, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème. 6 mois pour rayonner, voilà. C'est trop bien. Hein. Bah écoute... Bah, merci pour la reco, Elena. Ouais, j'essaierai. Mais alors en échange, il faut que tu essaies Battlefield 6. Il est aussi à 5 € sur Steam. Les méchants, c'est pas les Russes les méchants dans BF6. Non, c'est vrai, on sait pas trop finalement. C'est le Tadjikistan vaguement. Non, c'est le Tadjikistan qui prend dans la gueule. Vraiment, ils disent on sait pas qui c'est les méchants, il y a plein de gens qui les financent. Attaquons le Tadjikistan. Mais on va s'en prendre au Tadjikistan. C'est l'Amérique. Oui, c'est l'Amérique. America. Fuck yeah. Merci beaucoup Elena, merci beaucoup Victor pour avoir présenté vos jeux et pour avoir discuté d'actualité. Merci à vous qui nous écoutez encore aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et de nouveaux jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.